Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour la Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour votre Club Monégasque bilan de la saison 2023-2024. Et avec moi pour faire cette émission, il y aura Patrice, Pierre et Quentin. Bonsoir messieurs. Salut. Voilà, la saison s'est donc achevée la semaine dernière. Monaco termine deuxième cet exercice 23-24. Retrouve la Ligue des Champions 6 ans plus tard. Messieurs, on va tout de suite commencer l'émission par le j'aime pas de cette saison. Qui a envie de se lancer? Ce que vous avez aimé et pas aimé sur l'ensemble de la saison? Ouais, je vais commencer. Pour une fois qu'on ne tire pas la gueule sur cette émission, on va pas se faire plaisir. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ce que j'ai aimé sur cette saison, j'ai beaucoup aimé le début de saison, qu'on a fait les tout premiers matchs où on a vraiment fait du très très beau jeu, très offensif. Quelques petites lacunes comme défensives, mais voilà, ça a vu le rouleau compresseur qu'on était devant, ça allait. C'était des très très beaux matchs. C'est un peu dommage qu'on ait perdu tout ça. J'ai beaucoup aimé aussi après, à l'inverse, la fin de saison où on a su gagner les matchs contre les adversaires directs, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps, ce qui nous a permis du coup d'aller chercher l'objectif de finir deuxième, assez largement avec pas mal de points d'avance. Donc voilà, c'est cette partie-là que j'ai beaucoup aimé. Et après, sur ce que j'ai moins aimé sur cette saison, c'est les blessures. Parce qu'il y a clairement un what if à faire sur cette saison. C'est si on n'avait pas eu autant de blessures, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce qu'on aurait pu aller faire mieux, aller chercher un peu le PSG? Parce qu'on a beaucoup de blessures, mais on a surtout des blessures très importantes et très longues tout au long de la saison. Beaucoup de suspensions aussi, avec des cartons jaunes en pagaille qui nous ont ramené ces suspensions trop régulièrement sur des joueurs aussi importants. Ça, c'est des choses qu'il faut corriger, qui m'ont saoulé. Et le dernier petit point, c'est au niveau de la CAN, la gestion qu'on a eue entre la Boglio au début de la saison, de ne pas vouloir recruter un défenseur central, de faire confiance à Magassa, qui fait qu'on arrive à la CAN avec les blessures et les départs à avoir quasiment personne et à serrer un peu les fesses pendant cette période-là. On a perdu des points bêtes, je trouve aussi. Je trouve ça un peu dommage qu'on aurait pu faire mieux. Voilà. Quentin? Ouais, je pense qu'on a un peu tous les mêmes j'aime pas. Hein. C'est vrai qu'on est quand même content. Moi, dans mon j'aime, c'est aussi d'avoir rempli cet objectif d'être en Ligue des Champions pour les centenaires du club, pour le centenaire du club. Une bonne deuxième place acquis assez largement, comme tu l'as dit. Moi, je suis content aussi, surtout du beau sprint final, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas su faire, en tout cas, avec Clément l'année dernière. Et voilà, moi, j'étais pas très optimiste compte tenu du calendrier et compte tenu des adversaires qu'on avait. Un Lille qui avait aussi qui était plutôt en forme, un Brest aussi qui était une équipe, enfin qui est toujours d'ailleurs une équipe qui jusqu'à la fin du championnat a su tirer part des faiblesses des autres et avoir cette troisième place. Donc on a su les battre aussi. Malheureusement, on n'a pas su battre Lyon, mais bon, on sait très bien ce que ça donne. Mais derrière, voilà, on finit en beauté en plus. On voit qu'on n'a pas eu de problème plus que ça à terminer cette saison et ça fait du bien par rapport aux autres saisons, je trouve. Et en plus de jouer une dernière journée sans stress, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. En tout cas, où on est vraiment tranquille et à la 10e place. Et ouais, donc ce que j'ai pas aimé, c'est pareil. Hein. Encore une fois, on avait quelque chose à faire en Coupe de France, je pense, cette saison. C'est vrai qu'on a vite oublié cette mi-saison pendant la CAN, etc., où on parlait effectivement du défenseur. En fait, c'est cette période-là où on a des errements défensifs, on encaisse beaucoup de buts, on a vraiment du mal à gagner des matchs importants, même les moins importants d'ailleurs. Et en fait, heureusement qu'on commence bien et qu'on finit bien, mais c'est vrai qu'au milieu, on a quand même une sacrée peur et une remise en question qui est pas oubliée. Et derrière, au-delà de ça, je trouve qu'avec l'effectif qu'on a, effectivement, on aurait pu concurrencer le PSG. On a su le faire dès le début, en tout cas, on a essayé. Et c'est dommage qu'on en soit toujours à ça, à se dire que on n'aura jamais mieux que la 2e place. Bon, tant mieux, on va se réconforter de ça aussi, il n'y a pas de souci. Et on va essayer de prendre ça pour la saison prochaine, c'est encourageant aussi pour la suite. Donc c'est j'aime pas nuancer, mais je pense que voilà, on aurait pu faire mieux quand même cette saison. Pierre? Ouais, alors moi j'appuie tout ce qu'ont dit Patrice et Quentin, pardon, excuse-moi Pat.
pour le lapsus. Du coup, je suis d'accord avec tout ça. J'ajouterais ce que j'ai aimé, c'est la renaissance de certains joueurs qui va avec cette seconde place. On pense en premier à Minamino, mais aussi à d'autres joueurs qui étaient vraiment plus haut niveau en fin de saison dernière et qui ont su se remettre en marche avant du coup pour cette saison-là. Et ça, c'est vraiment bien et c'était appréciable. J'ai moins aimé, par contre, l'irrégularité de notre saison qui fait aussi qu'on n'a pas pu titiller le PSG hors blessure aussi, hein, parce qu'il y a des matchs qu'on aurait du moins ne pas avoir dû perdre. Et malheureusement, on perd beaucoup de points bêtes. Et puis, ce qui est dommage aussi, c'est notre fébrilité défensive qui nous a fait défaut pendant très longtemps. Ça a été mieux sur le final de la saison, mais c'est un vrai détail qu'il faudra savoir régler parce qu'on a vu que dès qu'on avait un adversaire avec des attaquants de haut niveau, ça pouvait vite être très compliqué pour nous, j'ai trouvé. Ouais. Et moi, de mon côté, le j'aime évidemment, c'est le retour en Ligue des Champions. C'est la solidité défensive trouvée sur la fin de saison, avec évidemment en point clé le changement de gardien. Qui est certainement le moment bascule de cette saison. Il a certainement été trop tardif, ce changement, mais il a au moins eu le mérite d'être fait. Et au niveau des j'aime pas, c'est évidemment cette nouvelle élimination piteuse en Coupe de France contre un club bien moins bien classé que nous, enfin, évidemment, vu que c'est un club de Ligue 2, mais voilà. Et également le fait qu'on ait perdu 8 points face au Havre et face à Lorient. Voilà, on fait 4 matchs nuls contre ces équipes-là. Alors le Havre, il y en a un où on s'en sort presque bien parce que Keun nous sort un penalty à la toute fin, mais bon, voilà. Mais contre le Havre, c'est vraiment contre Lorient, pardon. C'est 2 matchs où on perd des points bêtement. Et c'est des points qui peut-être ont manqué sur la fin pour aller un peu plus titiller le PSG, comme vous l'avez dit. Maintenant, il faut quand même pas oublier, le PSG finit avec 76 points. Donc 76 points sur 34 journées, il aurait vraiment fallu faire une sacrée saison. Les Parisiens ont perdu que 2 matchs, dont un dans les toutes dernières journées où ils étaient déjà champions. Ils ont fait pas mal de matchs nuls, mais ils ont quand même pas laissé grand chose aux adversaires. Donc est-ce qu'on aurait réellement pu les concurrencer en ajoutant ces quelques points perdus à droite à gauche? Je sais pas. Et surtout à partir du moment où t'en prends 5 chez eux, de toute façon, je pense que Paris, en tout cas le Paris de cette année, était de toute façon encore une fois inatteignable pour nous. Ça sera peut-être une autre limonade l'année prochaine avec le départ de leurs meilleurs joueurs. On va peut-être pouvoir espérer d'autres choses, mais bon, nous verrons bien. La suite maintenant, c'est le bilan, donc ce bilan collectif, Pat, et on va pouvoir aussi un petit peu rebondir sur nos pronos et sur vos pronos de début de saison. Donc on le rappelle, Monaco second, 67 points et une élimination en coupe. Alors j'ai un doute, c'est 16e de finale. 8e. 8e, pardon. Ouais, j'avais 16e en tête, mais ouais, exact. 8e de finale. Vas-y, Pat, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qui avait été pronostiqué? Globalement, on n'est pas trop mal sur le classement. Le nombre de points et la coupe un peu moins bien peut-être. Ouais, quasiment la majorité d'entre nous, on avait dit 2e place. Donc, on était très peu à penser qu'on allait chercher le PSG, hors Adrien qui pensait qu'on allait finir champion. Les auditeurs aussi avaient aussi voté massivement pour la 2e place. Faut dire qu'on a fait ça mi-septembre, si je me rappelle bien. Donc, du coup, il y avait déjà eu avancé, on était sur une très belle lancée. Donc, voilà, ça a laissé entrevoir quand même de belles choses. Et du coup, il y a Quentin 3e et Arthur qui avait mis 4e pour les plus pessimistes sur cette saison. En termes de points, on est à chaque fois autour des 70 points. Voilà, on a fini à 67, donc on n'est pas trop loin, quoi. Ouais, on est tous un petit peu au-dessus, mais c'est vrai que tu l'as bien rappelé. Ils avaient dit 80, par contre, ils avaient, je pense, encore en tête 38 journées pour la majorité d'entre eux, parce que 80 points, c'est un très très gros parcours. On note Adrien qui avait mis 82 points quand même. Voilà. Après, il avait mis premier, donc forcément, il doutait que si on était premier, il fallait aller chercher, comme la saison 16-2017, un très haut total, quoi. Ouais. On peut noter donc que 77 points il aurait fallu pour être champion cette année, si je dis pas de bêtises. Bon. Voilà. Bon, sinon,
Que penser donc et puis voilà, on le rappelle également, la coupe, hein, personne ne nous voyait vainqueurs. Bon, on était tous minimum en quart, donc on a tous un petit peu surcoté. Mais personne, par contre, ne nous voyait vainqueurs. Donc évidemment, ça a été un de mes j'aime pas, c'est un des gros points noirs de la saison. Encore une fois, la coupe en début de saison, c'est toujours compliqué parce que tu connais pas le tirage à l'avance. En l'occurrence, on est éliminé par une petite équipe, donc ça rajoute évidemment beaucoup de déceptions. Mais on en a parlé évidemment dans nos j'aime pas. Mais Quentin, cette saison de Ligue 1, elle a démarré sur les chapeaux de roue, elle a fini sur les chapeaux de roue. Mais c'est vrai que par contre, il y a cette longue période, décembre, janvier, février, où Monaco a clairement marqué le pas et a perdu beaucoup de points, et particulièrement à domicile. Ouais, puis c'est clair, on a mis du temps à gagner notre premier match à domicile en 2024. Il y avait la stat là qui tournait, je sais plus exactement combien, mais voilà, on était vraiment dans des périodes de doute, au tel point qu'on a célébré comme une victoire en coupe ou je ne sais quoi, notre première victoire à domicile à ce moment-là. Donc ouais, c'était compliqué. Et puis, comme Pat le disait, avec la CAN, je pense qu'il y a eu un problème défensif avant tout, au niveau du 11 qui était aligné, parce je pense qu'on avait toujours cette volonté de marquer, on avait toujours on arrivait toujours à marquer, mais on avait toujours un peu du mal aussi à remettre cette assise défensive qu'on avait pu avoir. Alors je ne sais pas si on l'avait au début de saison, mais en tout cas on avait réussi à marquer plus que l'adversaire. Là c'était pas trop le cas, et on avait aussi, il faut le rappeler, un Ben Yedder qui était muet pendant très longtemps. Et on l'a vu, il s'est débloqué après. Et c'est ça qui. Alors, est-ce que c'est grâce à lui, du coup, qu'on a plus marqué, qu'on a plus gagné? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que l'équipe allait mieux, qu'il était aussi présent? Je ne sais pas. Mais voilà, il faut montrer aussi que nos attaquants étaient un peu en disette à ce niveau-là. Et on avait des matchs où on s'en sortait grâce à la magie de Golovin, à des coups de maître, des coups francs, des tirs de loin de ce genre. Et après, des matchs qu'on pouvait gagner. Alors, je crois que Nice, ça datait de février à peu près, avec le derby, qui va sonner un petit peu une révolte et qui va commencer à lancer une certaine révolte, quoi. On va reprendre un peu la main sur tout ce qui se passe, malgré qu'il y a le Havre qui vient se mettre après derrière. Et le PSG aussi, enfin le PSG, non. C'est pas le Havre, pardon, c'est... qu'est-ce qu'on prend après? Ah oui, c'est Lorient. Marseille. Ouais. Ah oui, Toulouse. Après, après on perd contre Toulouse. Ouais. Ça, ouais. C'est Toulouse. Et on à refait domicile. un peu le même genre de match que ce qu'on fait à Nice, on le fait à Lens. C'est un peu une période bizarre, en fait, ce moment-là, où on est capable du meilleur comme du pire, même si t'as quand même quelques victoires en trompe-l'œil aussi. Enfin, on y viendra sûrement plus tard, mais ouais. Donc, point important qu'on n'a pas souligné, Pierre, c'est qu'on a fait nos pronos donc, vers le 10-12 septembre. C'était avant une blessure majeure, celle de Caio Henrique. C'est difficile à quantifier, évidemment, hein, la perte de notre latéral brésilien, mais très clairement, on peut penser qu'avec lui, la saison quand même aurait été assez différente. Ah, il y a de fortes chances, ouais, on peut le penser. Ouais. C'est clair que sa blessure fait très mal. Quand il se blesse, c'est notre meilleur passeur. Et on en parlait il n'y a pas si longtemps. On avait vu qu'il reste dans les meilleurs passeurs pendant hyper longtemps, en fait, sur la saison. Tellement il n'est pas remplacé à ce niveau-là. Donc, du coup, on perd une très bonne arme offensive. Donc, et puis qui, en plus, est remplacé par Jacobs, qui, au début, fait un peu illusion, mais ça dure quand même vraiment pas longtemps. Et ouais, ça nous met quand même en difficulté. Et moi, je me rappelle de plusieurs matchs dans l'automne où on commence à avoir un jeu offensif très stéréotypé, quoi. Et on est coincé, littéralement. Donc ça, c'est clair que sa blessure nous fait très mal et nous fait sûrement perdre de nombreux points. Surtout, justement, on parlait de ces matchs du Havre, de Toulouse, enfin de ce genre de match où t'as besoin un peu de dynamiteur, quoi. T'as besoin un peu d'individualité qui fasse la bonne passe, le bon geste. Donc on avait Golovin, mais Caio a toujours été un de ces joueurs-là offensivement. Bon, défensivement, c'est un autre souci, mais il nous a manqué, ça c'est certain.
Oui, puis même défensivement, c'est vrai que c'est pas son point fort, mais ça l'est pas moins qu'un Jacobs ou qu'un Ouattara qui est venu au mois de janvier faire le nombre et nous apporter certaines choses positives offensivement, mais malgré tout, c'est des joueurs également défensivement qui sont un ton en dessous du Brésilien, Oui. et il est revenu en tout. C'est guère mieux quand même, Caio. C'est un peu mieux, mais ouais, c'est pas là où on perd le plus, quoi. Par rapport à Ouattara, c'est quand même beaucoup mieux. Après, Ouattara est encore un très jeune joueur, donc il a évidemment une grosse marge de progression. Mais là, tu le disais, donc Caio finit quand même la saison avec 5 passes D, et ça le met à une marche de nos 2 leaders que sont Golovin et Minamino. Donc c'est vrai que ça fait ça laisse un petit peu songeur sur ce qu'il aurait pu faire, évidemment, sur une saison complète. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'a priori, on ne devrait pas le perdre cet été. Et donc, on devrait en profiter une saison de plus et le voir au plus haut niveau européen, où on l'espère pour lui et pour nous qu'il brillera, et que du coup, il partira dans un club un peu plus huppé que les nôtres, même si je ne le vois pas non plus dans un top club européen, mais dans un club, on va dire, entre deux, type Dortmund. Pourquoi pas pour lui, pour la suite de sa carrière. Patrice, est-ce que toi, t'as envie de retenir, et quelle partie de la saison t'as soit plu, soit un peu plus déplu? Moi, comme je le disais tout à l'heure, dans mon j'aime, surtout vraiment la première partie, même si la fin, on va chercher vraiment des très bons résultats contre des grosses équipes. On a un calendrier qui n'est pas facile, comme dit Quentin. C'est une très belle période, mais moi j'ai vraiment adoré le début de saison où offensivement c'était un festival. J'avais l'impression de revivre un peu la saison 2016-2017 où on avait l'impression que on n'allait pas se retrouver bloqué, même si on encaissait des buts. Derrière, on était capable de mettre la pression, d'avoir un très gros pressing, de récupérer haut les ballons, de se créer beaucoup d'occasions. Donc les matchs étaient très beaux à voir, c'est surtout ça, qui était très plaisant. Donc c'est vraiment une partie de la saison que j'ai beaucoup aimé. Qui m'a laissé penser qu'on allait faire une grosse saison. C'est un peu dommage que derrière ça dérape un peu. Voilà. Et après, la période que j'ai le moins aimé, c'est la période du mois de janvier, quand on a pas mal de blessés, des suspendus, des joueurs qui sont partis à la CAN. On a vraiment une équipe qui ne ressemble pas à grand chose. Et à la Coupe d'Asie. C'est une catastrophe. Et la Coupe d'Asie aussi, c'est vrai qu'on oublie, il y a aussi Minamino qui n'est pas là. C'est une période vraiment qui est compliquée, et on commence à se dire que la saison va. Voilà, on est loin de penser qu'on va aller se finir dans le top 3. On ne pense même pas à la 10e place, on pense au top 3 et aller chercher une qualification directe en Ligue des Champions à ce moment-là, parce qu'on sait qu'en plus on ne joue pas les gros clubs à ce moment-là, que le calendrier est difficile, il est sur la fin de saison. Ouais, c'est vrai. Alors, tu l'as rapidement évoqué, et on en parlera sur la fin de l'émission, mais c'est vrai que il y a quand même une chose positive que j'ai globalement envie de retenir sur la saison, c'est que on a globalement vu des matchs plutôt agréables cette année, et on a vu vraiment la patte à 18 heures qui nous a quand même bien changé de ce qu'on avait vu sur les dernières saisons avec Philippe Clément. Ça, c'est quand même un des vrais points positifs aussi, même si défensivement, ça s'est certainement mis en bon ordre un petit peu trop tardivement. Offensivement, Monaco a marqué énormément de buts. On est la seconde meilleure attaque, à une solide seconde place d'ailleurs. On est assez loin du PSG, mais on a une grosse avance sur les troisièmes. Alors par contre, je suis incapable comme ça de dire qui est troisième. Pas si ça doit être un Marseille, un Lyon peut-être, qui a quand même fini sur les chapeaux de roue, donc à voir. Mais ça pour moi c'est un des vrais bons points, Pierre. Le jeu globalement quand même proposé cette saison a été plutôt chatoyant. Alors je partage ton avis sur le jeu offensif. Après, j'en ai parlé plusieurs fois. Moi, j'ai quand même eu du mal et c'est une constante sur toute la saison, sur le comportement défensif de l'équipe qui m'a posé problème sur plusieurs matchs. Tu as raison de dire que ça s'est amélioré quand on a mis Mayeki dans les cages. Ça a été bien mieux à ce moment-là. Mais on a quand même fait preuve de fébrilité. D'ailleurs, sur un match qu'on a vu ensemble à Lyon, c'était quand même très faible aussi défensivement, et Majeki était le gardien à ce moment-là aussi. Donc voilà, dès qu'on a joué contre des attaquants qui avaient un peu de niveau, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'on a vu après à Montpellier, où là on faisait plutôt preuve d'une bonne sérénité défensive, mais on était sur un niveau proportionnellement inverse, enfin des adversaires.
Donc il y a un comportement, alors je blâmerai pas que les défenseurs, et c'est là où j'aime beaucoup le jeu proposé par Adi Hutter. J'adore ce qui est proposé offensivement, mais défensivement, ça manque de consistance, quoi. Et tu m'enlèveras pas de l'esprit que ça va être compliqué de faire quelque chose avec une équipe qui défend aussi mal. Donc là, cette année, on est deuxième, c'est bien, on s'en sort très bien avec un super début de saison et un très bon sprint final. Le milieu de saison est quand même beaucoup plus mitigé et pour moi, on a des faiblesses qu'il faudra combler. Alors à la fois sûrement par des achats de joueurs, mais aussi par un travail tactique. Alors je sais pas, je connaissais pas trop Hutter avant qu'il arrive. Maintenant, on connaît un petit peu mieux au bout d'un an, mais on avait lu ici et là que c'était un peu un de ses défauts. C'est un entraîneur qui aime bien jouer vers l'avant, qui fait bien attaquer ses équipes. On avait vu par contre que c'était un de ses défauts d'encaisser beaucoup de buts et il aime dire qu'il préfère gagner 3-2 qu'1-0. Et dans le fond, je suis d'accord, mais ça me pose problème quand systématiquement, tu peux gagner 3-0 aussi. Tu vois, il y a des matchs contre, je crois que c'est à Metz où on roule sur Metz pendant toute une mi-temps et on se débrouille pour encaisser quand même 2 buts chez eux et je trouve que c'est limite. Bon, voilà, il y a eu plusieurs exemples comme ça dans l'année. Il y a des 3-3 qu'on fait, des matchs où on est fébrile, quoi. Voilà. Non, mais ça c'est. Pour ajouter quelque chose, moi je trouve que, c'est là on vraiment juge la saison globale et je suis d'accord avec toi que la défense était mauvaise, tout ça. Mais après, je trouve pas qu'on défendait mal en tant que tel. C'est juste que le style de jeu nous fait qu'on s'expose plus. Et avec un gardien qui allait pas au début de saison, avec la CAN, la Coupe d'Asie, un Magassa en défense centrale, plein de facteurs en fait qui font que on était exposé. Et on n'avait pas Kerrer aussi au début de la saison. On peut dire que tout ce qu'on veut, il a sûrement ramené des points. On n'avait pas Salissou. Donc, on n'avait pas Salissou. Donc, voilà. Je pense qu'à un moment donné, on s'est réveillé défensivement. Et là, justement, je regardais les stats des 15 dernières journées. Et on est la meilleure défense du championnat sur les 15 dernières journées. Donc, ça signifie quand même qu'on a fait... Bon, déjà, effectivement, on a fait un bon sprint final, il n'y a pas de souci. Mais les premiers, on ne va pas se cacher, les premiers matchs où c'était très plaisant, c'était aussi parce qu'on prenait des buts, parce que c'était des matchs spectaculaires. Et on avait Keun encore à ce moment-là. Donc, voilà. Je pense qu'il faut nuancer tout ça et se dire que peut-être qu'on pourra trouver une assise défensive, même si on sera toujours exposé, on aura toujours peut-être des 4-3, ce genre de match avec nous. Mais tant qu'on marque plus que l'adversaire, etc. Mais la façon de jouer aussi, je trouve qu'elle est mieux comme ça, quoi. C'est vraiment comme ça qu'on doit jouer, quoi. Et je trouve que c'est pas non plus quelque chose qu'on doit lui reprocher. Et surtout sur la fin de saison où on voit qu'on performe vraiment bien, quoi. Oui, mais moi, ce que j'ai envie de retenir, voilà, c'est évidemment sur l'ensemble de la saison, on a une défense middle. Mais voilà, c'est plus la dynamique, les choix forts qui ont été effectués avec ce changement de gardien, Salissou qui a fini par s'imposer sur la fin de saison titulaire et qui a fait du bien, Kerrer aussi qui a quand même fait pas mal de bien. Donc voilà, j'ai plus envie je préfère que ça soit dans ce sens-là plutôt qu'on ait été une forteresse imprenable sur les 6 premiers mois et qu'ensuite ça soit parti à volo. Ça serait un peu plus inquiétant pour ce qui arrive. Donc est-ce qu'on aura une élite défense? Je ne le pense pas, mais en même temps c'est pas l'envie de jouer du coach et on n'a pas non plus forcément les joueurs pour. Après il y aura cette question Fofana à remplacer très certainement et ça sera évidemment un des axes prioritaires de ce mercato d'été. Pour moi, on a fait le tour, hein, messieurs, sur le bilan. Puis on n'a pas trop envie d'empiéter sur le côté Adi Hutter, parce qu'on en reparlera encore une fois un petit peu sur la fin pour faire son bilan global. Est-ce qu'on va enfin avoir un coach qui va faire 2 saisons consécutives à Monaco? On verra. Ça. On verra. Complète, oui, voilà, c'est ça. Parce que on rappelle, hein, à chaque fois, il y a eu, souvent dernièrement, il y a eu des petits changements en cours de saison. Quand il n'y en avait pas 2, hein, carrément, quand on faisait revenir un coach viré quelques temps avant. Donc, on verra bien l'année prochaine. Et surtout que l'année prochaine, en plus, il y aura l'Europe, hein, on le rappelle. Donc, 8 matchs de plus à minima dans le calendrier. On peut en espérer 10. Donc, forcément, il va falloir jongler avec. Ouais, il reconnaît quand même à demi-mot dans l'équipe, c'était drôle ça, c'est l'interview où il reconnaît à demi-mot qu'il a failli se faire virer quand même à l'hiver, quoi. Oui, je pense qu'il y a eu... Ils y ont forcément pensé, parce que surtout avec le passif, avec l'historique récent du club,
tu peux forcément te dire qu'à un moment, ça leur a traversé l'esprit de s'en séparer. Mais heureusement, ça n'a pas été fait. Et surtout, il a su rectifier le tir et faire des choix forts. On va pouvoir maintenant attaquer les trophées individuels. Alors, on va commencer par les trophées qu'on n'avait pas fait en pronostic, à savoir les meilleurs joueurs par poste. Voilà, en plus, pour le coup, Pat, ça va assez rapidement. Meilleur gardien, bon, évidemment, c'est un plébiscite. C'est un plébiscite pour Philippe Keun, évidemment. 100%, il n'y a même pas quelqu'un qui a voulu faire une blague pour Keun, c'est 100%. Tout le monde a voté pour Mayeki, que ce soit de notre côté, les auditeurs, voilà, c'est 100% pour Mayeki. Il n'y a absolument rien à dire. La différence, elle est flagrante. Comme tu l'as dit, Quentin, on est la meilleure défense du championnat du moment qu'il arrive dans les cages. Au niveau même des statistiques d'arrêt qu'il peut faire, et tout, au niveau des gardiens de Ligue 1, il est tout en haut. Parce qu'il fait. C'est pas notre défense qui a été meilleure, c'est surtout lui qui a permis de sortir déjà des tirs que Keun n'a peut-être pas forcément sorti aussi. Hein. Au-delà des boulettes qu'il a pu faire, c'est surtout que Mayeki allait chercher des très beaux arrêts qui ont fait du bien dans des matchs très importants, surtout. Donc non, il a le meilleur gardien, il y a absolument pas photo là-dessus. Il n'y a pas photo. Quentin, pour le meilleur défenseur, c'est pareil. Alors, c'est pas du 100%, mais pas loin. Plébiscite pour la recrue de l'été dernier, Wilfried Singo. Bah ouais, évidemment, c'est lui. Alors, pour le coup, qui a été toute la saison là et qui a été présent quasiment à tous les matchs, excepté suspension et Cannes. Forcément, on sait quand il est là, on sait quand il n'est pas là. Et clairement, il n'y a pas de souci à dire que c'est notre meilleur défenseur, que ce soit central ou même latéral parfois comme il a pu l'être. Ça a toujours été le meilleur en ce qui concerne le duel, les retours défensifs et même offensivement où il a pu se projeter quelques fois. Il a même marqué, là je me souviens contre Lens. Voilà, donc c'est une très très bonne saison de sa part et en plus on vient de l'acheter donc il va confirmer l'année prochaine, on espère en tout cas. On l'espère, de toute façon je pense que Singo, on en reparlera dans d'autres trophées. Meilleur milieu de terrain, on va dire à plus défensif, Pierre, c'est Youssouf Fofana qui pareil, c'est un plébiscite du côté de Radio Diagonale et chez les auditeurs c'est pareil, c'est lui qui est élu assez largement. Oui, largement, et puis logiquement, quand on voit sa saison, Fofana, c'est un patron au milieu cette année. Alors c'est bien en plus pour lui parce qu'il finit quand même mal la saison dernière. Il est question de départ à l'été. Bon, on a cru comprendre entre les lignes que les clubs qui auraient été intéressés par sa venue n'étaient pas du standing qu'il aurait voulu. Donc finalement, il fait la saison chez nous et il l'a fait plus que bien. C'est un véritable patron au milieu. Il y a quand même plusieurs matchs où il est très bon, où c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et en plus de ça, il nous gratifie de quelques buts sur la fin de saison qui sont importants en plus. Il y a le but, il me semble, contre Lille, où on gagne 1-0, et puis il y a un but à Montpellier, qui est plus anecdotique, mais voilà, qui fait bien plaisir. Il y a quelques buts en équipe de France aussi, donc voilà, c'est un joueur qui a vraiment progressé sur cette année, qui semble être rentré un peu dans une autre dimension. On verra ce qui sera de son avenir, qui semble ne pas s'inscrire malheureusement chez nous. Voilà, c'est ça. Et enfin, joueur à vocation offensive, Patrice, là, il y a quand même quelque chose qui ressort assez clairement, c'est que il y a aucun attaquant, que ça soit chez nous ou chez les auditeurs, s'il y avait vraiment duel entre Golovin et Minamino. Et vas-y, tu peux nous faire la répartition. Ouais, du coup, c'est Minamino qui est élu le meilleur offensif avec 55% des votes et Golovin derrière à 35%. Et après, on retrouve. Il reste pas grand-chose après. Takliouche qui doit être. Oui. Ouais, après, ça se répartit entre Takliouche et BD. Il reste plus grand-chose forcément, mais voilà, c'est vraiment les deux joueurs qui se partagent tous les votes et une bonne petite avance pour Minamino qui est considéré que le meilleur joueur offensif. Ouais, c'est ça. Et surtout, pas Ben Yedder, malgré sa saison en termes de chiffres, une nouvelle fois très correcte, on va dire. C'est vrai que sa longue période quand même de mutisme sur ce début d'année 2024 lui coûte forcément cher, même si les deux autres n'ont pas forcément non plus été ultra réguliers.
t'as quand même la sensation qu'ils ont été un peu plus importants dans les vrais moments clés, que leur impact a été un peu plus visible que notre attaquant et désormais ex-attaquant Wissam Ben Yedder. Donc voilà, ça c'était les petits awards par poste. Maintenant, on va pouvoir rentrer sur les awards qui avaient été pronostiqués en début de saison. Et écoutez, on va commencer par les recrues, par le mercato. Alors déjà, moi, de manière globale, j'ai envie de dire que c'est vraiment un mercato bizarre, parce que la sensation qu'il y a du très très bon et il y a du très très mauvais. Il n'y a pas vraiment de joueurs middle, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de mettre Singo Zakaria dans le très bon et Keun Balogun dans le très mauvais. Et Kerrer et Ouattara arrivant en cours de saison, c'est un peu plus particulier. Ouais, c'est vrai que même Zakaria, on pouvait, on n'en a pas trop parlé là pour le meilleur milieu, mais il devait être aussi deuxième, je pense, là-dedans. C'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait même se poser la question que si c'était pas lui le meilleur milieu, mais c'est vrai que ses cartons jaunes. Ou défenseur. Et défenseur, aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il a pas mal joué en défense. Fofana reprend vite le dessus quand même. C'est sur la fin, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on se souviendra quand même pas mal des buts de Zakaria, notamment à Nice, les buts de loin, à Nice notamment. Voilà, des matchs le match où il devient capitaine. On a un peu cette sensation aussi que c'est un bon gars et que on sait que c'est un joueur aussi de grande classe, qui vient de clubs aussi bien plus huppés que le nôtre et qui derrière arrive un peu, j'ai envie de dire pas en tant qu'une star, mais qui je trouve prend un peu le jeu à son compte. Mais effectivement, Fofana est quand même pas mal repassé devant après derrière. Mais oui, pour les recrues, c'est vrai que derrière on a ces deux-là, donc Singo, Zakaria, et on a même, je dirais même Ouattara au final qui a pas démérité, et qui a été plutôt bien joué de recruter comme ça là, en plein milieu et Kerrer, en plein milieu de saison. Et enfin Kerrer, effectivement, qui a été quand même une bonne pioche. On verra comment ça se concrétise l'année prochaine, mais c'est vrai que sur la demi-saison, c'était plutôt pas mal. Et par contre, en pire recrue, effectivement, on pouvait se poser la question de qui était la pire recrue. Je pense que niveau pronostic, on était pas mal à avoir dit Keun déjà à l'époque, parce qu'on était déjà sur une saison, une première partie de saison un peu compliquée pour lui. Je ne sais pas s'il fait des arrêts très déterminants au début, mais ça commence à être un un peu compliqué à ce niveau-là. On se rappelle qu'il avait commencé. Il n'y a pas que des mauvais matchs, quand même. Ouais, mais est-ce que c'est pas par défaut qu'on faisait ça? Je sais pas trop. J'ai du mal à savoir pourquoi on l'a mis. Faudrait réécouter l'émission, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'autres visus, quoi, à part ça, à part ceux qu'on vient de parler au mercato d'hiver, etc. Peut-être Salisu, justement, qui était arrivé blessé. On savait pas trop ce qu'il valait. C'est ça, on était deux dans l'équipe à avoir dit Salisu en pire recrue, et puis tout le reste avait dit Keun. Keun aussi démarre par une boulette, faut se rappeler de ça, donc ça influence aussi le vote de beaucoup de monde. Le premier but encaissé de la saison est sur une faute de main de Keun. C'est ça. Démarre comme ça, c'est pas simple. Après, voilà, il faudra toujours tempérer ce qu'on dit, et tout n'a pas été mauvais dans ce qu'a fait Keun. Après, on était tous d'accord pour dire que c'était une des décisions les plus importantes de la saison, de le sortir du 11, donc ça veut tout dire. Il paye surtout la différence avec Maïeski derrière. C'est ça, il y a tellement un écart qui est frappant que du coup ça te fait dire vraiment, c'est vraiment passoire qu'on avait avant, quoi. Et puis individuellement, on est là, on dit oui, c'est la pire des recrues, mais quand on parle d'une recrue, on pense aussi à investissement, quoi. On se dit qu'on a payé autant d'argent pour ce gardien, alors qu'on l'avait, notre gardien, directement chez nous. C'est vrai que ça joue pas en sa faveur. On l'a payé quand même plus de 10 millions, non? Je crois pas. Je crois que j'avais lu 8, mais alors après, à reconfirmer. Après, pour un joueur. C'est tellement important aussi. Pour un gardien, c'est important, mais pour un gardien, ça paraît un peu cher quand même. En 10 millions, 10 millions, moi je vois. Mais c'est. Ouais. Dommage. En tout cas, voilà. C'était un point clé, c'était un point clé du recrutement. Oui. Après Nabel, on voulait absolument avoir un très bon gardien, parce qu'on savait que si on voulait jouer les premiers rôles en Ligue 1, il fallait absolument qu'on arrête les gardiens middle là, qui à match sur 2 sont mauvais ou font des boulettes.
Et le problème, c'est que dès les premiers matchs, tu t'aperçois qu'il a la même trempe, en fait, et que ça Ça va démarre pas, très mal. ça va pas s'améliorer. Non, mais même pas que le premier match, quoi. Les matchs après, on prend toujours 3 buts ou 2 buts, quoi. Et je dis pas qu'il est fautif à chaque fois, mais il n'y a pas de gros arrêts. C'est ça qu'on n'arrêtait pas de dire. Je Ok, le sens il pas prend des buts, décisif, ouais. il fait Ouais. des arrêts, mais il ne fait jamais l'arrêt, quoi. Ce qu'on attendait que Federer a fait après Maliki. Donc c'est ça, je pense, qui fait que dès le début de la saison, on a dit non, là, ça va pas. Mais tu as quand même 2 signaux positifs, et je crois que vous en parliez dans l'émission que vous aviez fait au sujet de Keun, justement, en début de saison. C'est le jeu au pied. Son jeu au pied était bon, et on sortait tellement d'un gardien avec un jeu au pied catastrophique, avec du coup le jeu défensif de l'équipe qui en découlait était de ne plus faire aucune passe vers l'arrière, que bon, ça avait amélioré des choses, et aussi sa gestion des sorties. Voilà. Il y avait 2 choses qui étaient bonnes. Ouais, voilà. Mais après, c'est trop peu. Effectivement, ouais, il a pas su être décisif et il a fait des grosses boulettes. Et je pense que c'est surtout ces grosses boulettes qui lui ont coûté sa place. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'Hutter disait dans ses interviews. Alors, pour reparler de notre très cher ancien gardien, hein, on rappelle qu'il est dans la pré-liste de l'équipe d'Allemagne pour l'Euro. Il est 4e. Alors, il sera évidemment derrière Ter Stegen et Neuer, mais à voir s'il fera le 3e. Il sort d'une très bonne saison avec Stuttgart. Et de l'autre côté, si, il sort d'une excellente saison avec Stuttgart. Il y a quelques boulettes, mais voilà, c'est ça. On a tous vu passer quand même quelques boulettes. Au bout d'un moment, Pierre, s'il a été appelé en équipe d'Allemagne, c'est qu'il fait une bonne saison. Et Stuttgart sera en Ligue des Champions, donc il y est quand même pour... Après, ça ne change pas qu'il a été nul chez nous, mais il faut aussi avouer qu'il a fait une très bonne saison. A contrario, Keun a tout perdu cette année, donc voilà. Donc Keun, ouais, qui avait été globalement plébiscité en début de saison, à l'exception de, donc tu l'as bien dit Pierre, toi et Damien, vous aviez opté sur un Salisu qu'on n'avait pas encore vu, donc c'était évidemment plus un pari. Pari non payant, même si Salisu n'a pas fait une saison extraordinaire, il est plutôt dans le... lui, pour le coup, voilà, tout à l'heure, j'ai dit c'est soit du très bon, soit du pas bon. Lui, il est plutôt middle, mais aussi parce qu'on l'a pas assez vu. Mais pour le coup, moi, je l'ai beaucoup aimé sa fin de saison et pour moi, ça doit devenir un titulaire indiscutable de cette équipe. Au niveau des résultats, c'est un plébiscite pour Philippe Keun. Pas Balogun. Balogun, on l'a peut-être mis ailleurs, en tout cas pour certains, dans une catégorie un petit peu supérieure à pire recrue. Pour ce qui est de la meilleure recrue, voilà, c'est pour le coup un plébiscite pour Wilfried Singo, alors qu'en début de saison, Pat, c'était un peu plus réparti entre lui, Zakaria et Balogun. Ouais, qui avait mis Balogun ? Vas-y, balance. Moi déjà. Désolé. Son début de saison est plutôt bon. Hein. On n'est pas. T'es balancé au feu. Ah, mais tu peux. Il y a moi, Arthur et. C'est tout. C'est tout, hein. Il n'y a que 2. Zakaria, ça se comprend aussi parce que ses premiers matchs ils font en défense centrale et pour moi, c'est le meilleur match. Si on met de côté les buts qu'il peut nous mettre, qui n'est pas son rôle principal, ses meilleurs matchs sont en défense centrale. C'est là vraiment où on a vu qu'il était très très bon. Donc et vu que c'est sur le début de la saison, c'est pour ça aussi qu'on a pu voir que ça pouvait être notre meilleur recrue. Et Balogun, sur le début, c'est plutôt bon, quoi. Il arrive rapidement à mettre les premiers buts, c'est après qu'il y a du coup une grosse période où du coup ils mettent en doute, puis après le fameux match contre Nice où il rate ses 2 pénaltys. Et match de saison, on peut y croire encore. Hein, il est titulaire, il prend la place de Ben Yedder, on peut penser qu'il nous fasse une grosse saison, qu'il se lance. Match très très important, hein, ce match de Nice, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il a eu lieu 2 journées après notre émission, et c'est le match où donc Balogun commence sa traversée du désert et où Caio Henrique se pète. Donc c'est vrai que c'est un match quand même extrêmement clé, et en plus tu le perds à la dernière minute sur la seule incursion niçoise du match. Donc c'est vraiment un match qui restera, qui au final aurait pu compter plus sur la saison. Monaco a su rectifier le tir. Il n'empêche que c'est un des premiers tournants de la saison avec Balogun qu'on perd, à ce moment-là on peut pas le savoir, mais qu'on perd quasiment définitivement, et Caio Henrique qu'on perd lui sur blessure et qui reviendra réellement que pour la dernière journée dans un match sans enjeu et sans réel rythme. Moi c'est vrai que j'avais mis Zakaria dans une catégorie encore supérieure, donc c'est pour ça que je l'avais pas mis dans meilleur recrue pour un petit peu répartir les noms, mais c'est clair, oui. Singo, il y a quand même pas de débat, il est de loin la meilleure recrue
de la saison. Il a fait énormément de bien, il s'est tout de suite imposé, il a joué à différents postes. C'est une vraie masse physique, techniquement c'est pas si mal. Après, est-ce qu'on le préfère en défense centrale? Est-ce qu'on le préfère sur le côté? Est-ce qu'on le préfère dans une défense à 3? Moi j'ai envie de vous dire, je préfère surtout l'avoir sur le terrain, et puis après, voilà. Et surtout, quasiment aucun mauvais match de sa part. Ouais. Il y avait quelques petites erreurs en début de saison. Il passe à côté de son match, sinon il est toujours bon. C'est rare aussi qu'il soit à l'extrême, qu'il soit extraordinaire et qu'on voit que sur le terrain. Bon, après, son poste le fait aussi. Mais il est très très constant dans son jeu et voilà, on sait ce qu'il apporte sur le terrain et il le fait très bien. Donc voilà, c'était donc le point sur les recrues. Meilleur recrue Singo, pire recrue Philippe Keun. On va pouvoir maintenant passer à la meilleure progression. Alors, meilleure progression en début de saison, les auditeurs, vous étiez partis sur Magassa. C'est vrai qu'en début de saison, il jouait énormément, donc on pouvait penser qu'on allait le voir beaucoup et qu'il allait s'installer au fur et à mesure de la saison. Au final, ça a été tout autre, parce que son tout début de saison était plutôt correct, et puis après, il a complètement chuté, et puis on l'a quasiment plus vu sur le reste de la saison. Nous, on était tous partis sur Takumi Minamino. Résultat du sondage, évidemment, il y a un duel entre Minamino et Akliouche. Minamino, c'est un peu particulier en fait, Pierre, parce que moi j'ai mis Minamino parce que je considère que sa progression, je l'ai fait juste par rapport à N-1. Si tu prends sur l'ensemble de la carrière, oui, Minamino, en fait, le Minamino qu'on a vu cette année, c'est celui qu'on s'attendait à voir l'année dernière. Donc, sa progression, elle n'est pas réellement sur son niveau intrinsèque, alors qu'un Akliouche a réellement fait sa saison de l'éclosion cette année. Mais moi, j'étais vraiment sur le côté N-1, donc chez nous. Et là, pour moi, la progression la plus claire et la plus nette, c'est Minamino. On rappelle, l'année dernière, Minamino, il avait été un plébiscite en pire joueur. Et bon, petit spoiler, mais c'est lui qui a été élu meilleur joueur. Donc, qui d'autre que lui, en fait, pour la meilleure progression? Quand tu passes de pire joueur à meilleur joueur. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais j'ai fait la même comparaison que toi, moi, à N-1. Il compte presque comme une recrue. Enfin, il compte même comme une recrue tellement ce n'est pas le même joueur qu'on a eu par rapport à l'an dernier. Alors, est-ce que c'était une question d'adaptation, de feeling avec le coach, ou alors est-ce que c'est suite à une remise en question de sa part? Mais en tout cas, dès les premières journées, on voit qu'on n'est plus sur le même genre de joueur, même dans le jeu et aussi dans l'attitude, dans le body langage, etc. Tout est mieux. Il est décisif, il est très décisif au début de la saison. Moi, je trouve qu'il chute un petit peu quand même en milieu de saison, qu'il est un petit peu moins bon. Ouais, et à ce moment-là, quand même, revient la crainte de me dire, bon, il était peut-être en sur-régime au début, alors il n'est pas aussi mauvais que ce qu'on avait vu l'année dernière, mais peut-être qu'il est plus banal que ce qu'on veut croire, et en fait il est quand même bien reparti, quoi. Quand il est revenu de la Coupe d'Asie, il a repris son rythme de croisière, et il nous est quand même très utile sur la fin de saison. Pour moi c'est la meilleure progression. Si on compare à N-1, évidemment le choix Akliouche peut se faire, mais c'est un joueur qui aura été très précieux. Profil différent de Golovin aussi, donc ça, je trouve qu'ils se complètent bien au milieu, et ils sont capables de changer un match de façon très différente, tous les deux. Alors, ils ont ramené des points en plus, les deux, c'est vrai. Oui. Ouais. 9 buts, 6 passes, si je dis pas de bêtises, pour Takumi Minamino. Et puis surtout, un vrai impact dans le jeu, un travail de l'ombre. C'est un vrai marathonien. Il court énormément, il revient défendre, il fait des efforts. C'est un joueur, évidemment, toujours intéressant à avoir dans son équipe, donc très clairement Minamino. Après, il y en a qui sont partis sur Akliouche, et ça peut se comprendre aussi. C'est le cas déjà de vous, auditeurs, d'Arthur, de Damien, parce que j'essaye entre les lignes, là c'est un peu compliqué, et de toi, Quentin. Vous êtes partis sur Akliouche. Alors Akliouche, du coup, on va pouvoir aussi en parler dans une autre rubrique qui est le meilleur joueur issu de l'académie. Là, pour le coup, c'est un plébiscite pour Marnès Akliouche. Du coup, Quentin, je vais te laisser parler de Akliouche. Il est vrai que lui, pour le coup, c'est sa saison de l'explosion, parce qu'il n'était pas forcément attendu en début de saison, et au final, il s'est fait la place du roi dans ce 11 titulaire, même sur la fin d'année, avec la blessure de Golovin.
Ouais, comme tu l'as dit, en plus, il n'était pas attendu. Moi, je trouve, enfin, on peut parler aussi de enfin, on parlera un peu de cette section après, la bonne surprise de la saison. On avait un peu ce dilemme entre la bonne surprise et la meilleure progression. Moi, je trouve que c'est plus une surprise, justement, ce Minamino qui renaît un peu de ses cendres, dont un joueur qu'on connaît un peu son niveau, puisqu'il a éclos il y a un petit temps maintenant, qu'il est assez vieux par rapport à Akliouche. Même si chez nous, effectivement, il a progressé. Moi, je trouve une vraie progression, c'était aussi un joueur jeune comme Akliouche. Et donc, tu l'as dit, un joueur issu de l'académie en plus qui vient de chez nous et qui avait déjà quelques matchs dans les jambes, qui avait fait 11 matchs la saison dernière avec nous. On l'avait connu, on connaissait un peu ses qualités, mais peut-être pas à ce point-là. Et c'est pour ça que moi, je vois une réelle progression et une explosion, comme tu dis. On le voit dès la première journée où il marque son premier but avec nous contre Clermont. Et derrière, un joueur qui monte en puissance tout le long de la saison, qui se matérialise pas forcément par le jeu, premièrement, mais d'abord par ses qualités de finition, où il va mettre quelques buts importants et surtout pas évidents à mettre. Donc voilà, une bonne capacité à terminer les actions et à se les créer aussi, parce que je vois des grandes chevauchées, des bonnes combinaisons dans la surface et dans les 30 derniers mètres adverses. Je le dis pas mal dans les débriefs, c'est toujours, on le voit un peu à chaque fois dans les stats avancées, qu'il est le meilleur joueur, enfin le joueur qui touche le plus de ballons dans les 30 derniers mètres adverses. Donc un joueur qui combine beaucoup et qui est toujours présent offensivement. Et ouais, clairement, quand on le voit jouer, et on a beaucoup de retours de gens qui le voient du stade, c'est un joueur qui fait des différences. Et qui par sa qualité technique va aussi montrer sa supériorité. Donc même si c'est pas un dribbleur, un joueur hyper technique comme peut l'être Ben Seguir ou même Golovin en soi, on peut en parler aussi par rapport à ça. On peut tous les comparer de toute façon. Mais voilà, un joueur qui est la bonne surprise pour moi et donc la meilleure progression de cette année pour moi aussi. Donc tu l'as mis du coup dans je l'ai mis trois dans catégories. Je l'ai mis dans la meilleure progression, mais je me suis dit, pour la bonne surprise, on va mettre Minamino quand même, parce que ça reste pour moi une surprise, malgré que quand on a commencé à faire les pronos, je pense qu'il avait déjà pas mal crevé l'écran. On pourrait reparler des pronos qu'on a mis, mais je pense qu'on était tous sur Minamino, et pour la surprise aussi, il y avait pas mal de Minamino. Le match impactant, c'est Marseille. C'est sûr, ça arrive fin septembre en fait, où finalement on se dit lui, il a quelque chose quoi. Personne n'avait vu Akliouche, en tout cas. Personne n'avait vu l'éclosion d'Akliouche, et c'est aussi en sens que je pense que c'est une surprise quoi. Après, dans les pronos, il n'y avait pas eu cette catégorie de joueurs issus de l'académie. De l'académie, voilà. Pardon. Après, Patrice, cette année, on aurait pu s'attendre à un Ben Seguir, mais qu'on a évidemment beaucoup trop vu, gâché par les blessures. Et après, il y aurait eu Magassa également, potentiellement, comme autre concurrent. C'est celui qui a eu le plus de temps de jeu après, oui. Voilà. Bon, après, il n'y a pas grand-chose d'autre. Des Koulibaly, il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus. Donc, non, il n'y a absolument pas photo. Normalement, le duel aurait dû être avec Ben Seguir, mais entre ces deux blessures et en plus, après, son carton rouge qui lui vaut 3 matchs, ça réduit énormément le temps de jeu qu'il a pu avoir. On me dit dans l'oreillette qu'il y avait Diop. Il y avait Dan Diop, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Diop qui était du coup la bonne surprise pour Damien et pour Adrien. Voilà, il fallait quand même le dire. Mais donc voilà, en tout cas pour ces deux catégories-là, meilleur joueur de la forme, issu de l'académie, Marnès Akliouche, et meilleure progression Akliouche pour les auditeurs. Et ensuite, il y a un petit duel entre Minamino et Akliouche selon la répartition. Moi, encore une fois, je voulais vraiment mettre des joueurs différents à chaque fois. Et c'est pour ça que maintenant, la bonne surprise de début de saison, les auditeurs, vous aviez voté Minamino. C'était également le cas pour Arthur, Boris, Flo et nous 4. Sachant que donc Damien et Adrien étaient partis sur Diop. Et au bout du bout, c'est Akliouche qui est voté par les auditeurs. C'est vrai que pour le coup, on peut clairement le mettre dans cette catégorie-là. Moi, j'ai un autre choix. Alors, Quentin, Flo et Boris sont partis sur Minamino.
Mais pour le coup, Damien et moi, on a fait le même choix. Pour moi, la bonne surprise, c'est Radoslav Majecki, puisque c'était absolument pas attendu en début de saison. Voilà, on avait pris un gardien pour qu'il soit titulaire, pour qu'on passe enfin ce cap du poste qui nous faisait très très mal sur les dernières saisons. Même à la mi-saison, certainement que déjà les critiques étaient assez fortes sur Keun, mais moi le premier, j'avais du mal réellement à croire que Hutter allait faire un choix fort et allait mettre Majecki titulaire. Il a commencé par la coupe où il a été bon et il est passé titulaire et c'est la bascule de la saison. Donc pour moi, clairement pour moi la surprise de l'année, c'est Majecki, parce qu'en début de saison en fait j'y pensais même pas à Majecki. Maintenant, il vient de prolonger et l'année prochaine, il sera titulaire d'homme au but pour la Ligue des Champions. Messieurs. Ça vite le football. On va donner la parole. Oui, non, parce que tu étais un petit peu en saccadé. Donc, je sais pas, Pierre, Patrice, pour vous, c'est pas lui vraiment la grosse surprise en début d'année? Si on prend celui vraiment le qu'on n'a pas vu littéral du mot surprise, oui, tout à fait. Et celui oui, qu'on n'a pas vu venir. Absolument pas, ouais, non, c'est clair. Qui joue, oui, c'est vrai. Et qui prenne la place de Keun qui est lancé, oui. Après qu'il soit bon, non. Moi, je rappelle, au début de saison qu'on fait les mercatos, les émissions sur les mercatos, moi je dis c'est dommage de ne pas donner sa chance à Majecki qui sort d'une très grosse saison au cercle. Et d'aller chercher encore un joueur qu'on ne connaît pas. Mais après, du moment que Keun est lancé, oui, par contre, c'est une énorme surprise qu'il y ait un changement au cours de saison. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et qu'il soit très bon, et qu'il garde sa place, et que ça soit une vraie bascule. Enfin, on parle quand même... tu vois, il aurait pu juste remplacer Keun qui était catastrophique, mais bon, nous laisser aussi un petit peu sur notre fin et se dire, bon, bah, de toute façon, d'ailleurs, on a fait une émission un petit peu dédiée à ça, ou en tout cas, c'était soit un CM, soit un débat pendant l'émission. C'était à l'occasion d'un débrief qu'on avait fait. Ouais. On en avait. On aurait pu se dire, bon, bah, ok, là, c'est vrai qu'il a fait le taf, maintenant. C'est pas non plus ce qu'on recherche à Monaco, c'est pas suffisant. Alors ça le sera peut-être pas, mais en tout cas de ce qu'il nous a montré, clairement, il mérite d'avoir sa chance l'année prochaine. Et donc moi en ça, voilà, c'est pour ça que pour moi c'est la grosse surprise. Et c'est pour ça aussi que j'avais mis Keun en pire recrue plutôt qu'en pire joueur, et que j'ai mis l'autre en pire joueur plutôt qu'en pire recrue. Parce que pour moi, voilà, on attendait tellement énormément de Keun que c'est une recrue qui est déjà ratée en fait. Voilà, il va falloir essayer de le vendre cet été. Balogun, on ne sait pas comment ça va se passer. Il va avoir une deuxième saison pour prouver que on n'a pas eu complètement tort de mettre autant d'argent sur lui. Donc le recrutement n'a pas été bon à l'instant T, mais c'est pas encore terminé. Philippe Keun, c'est terminé. Son passage chez nous, ça aura duré 1 an, ça aura même duré 6 mois. C'est un échec. Il doit partir. Donc c'est pour moi en ce sens que c'était clairement la pire recrue, et non pas Folarin Balogun, à qui il reste une chance, même si dans l'absolu il a peut-être été encore plus catastrophique que notre portier. Vous étiez encore une fois, après c'est Minamino et Akliouche, donc c'est des joueurs dont on a parlé, et puis surtout Minamino, on va en reparler longuement dans une autre catégorie. Maintenant, voilà, on va pouvoir attaquer. Alors oui, si rapidement, meilleur joueur de moins de 21 ans. Bon, personnellement, j'ai même pas voté. Parce que pour moi, il y en a aucun. Adrien également m'a suivi et n'a pas voté. Damien, évidemment, petit blagueur, a mis Marnes Akliouche, mais à la base, il n'avait pas voté. Il avait fait comme nous. Il avait laissé sa case blanche et puis il s'est dit tiens. Si je pouvais faire une petite blague, donc il a mis Akliouche. Après voilà, bon, ça s'est joué entre Ouattara et Ben Seguir. Là pour le coup, c'est vraiment. Moi, je comprends pas, parce que franchement, il fait partie des meilleurs espoirs de la Ligue 1. Il a été nommé. Oui. Pourquoi vous ne choisissez pas Ben Seguir? C'est vrai. C'est vrai. Non mais après, c'est vrai. Mais bon, quand tu joues 5 matchs, tu veux que je te dise. Et puis même Ouattara a eu des bons passages, puis après des beaucoup moins bons, donc c'est ultra mitigé. Bon, Ben Seguir nous fait plaisir plus sur les derniers matchs quand il revient de ses blessures. Parce que le reste de la. Il met un but important à Strasbourg. Avant la suspension, je trouve qu'il fait déjà des belles entrées. Du coup, entre les deux, tu vois, avant et après. Alors que du coup, entre ses blessures, son retour ressemblait plus à sa fin de saison dernière, qui était quand même pas terrible.
Voilà. Mais du coup, sur la fin de saison, il laisse entrevoir qu'il pourrait revenir à ce qu'il nous a montré dans ses bons moments et être du coup assez important l'année prochaine. On espère qu'ils prennent le chemin d'Akliouche, en fait, tout simplement. Pour le coup, voilà. Je vais juste saluer le fait que Ouattara ait été un meilleur défenseur que Jacobs, ce qui n'est pas forcément une prouesse, mais il a été meilleur que Jacobs, je trouve, sur la. Alors, ça a été un meilleur ailier, mais meilleur défenseur, c'est pas sûr. Est-ce que ça a été un meilleur défenseur? Ouais, voilà. Ça a été un meilleur sur son poste que Jacobs, en tout cas. Et moi, je trouve perso que, pour le coup, il l'a mis sur le banc et perso, je suis content de l'avoir eu à son jeune âge. Voilà. Il l'a mis sur le. Il l'a mis sur le banc, c'est pas clair. Hein. Jacobs avait récupéré la place quand il se blesse. Jacobs est de nouveau titulaire depuis 1 ou 2 matchs et il avait été de nouveau correct. Encore une fois, on va pas non plus forcer le trait. Et malheureusement, il se blesse et derrière, on fait quand même le choix de mettre Crépin Diatta. Hein. Donc, oui, faut pas oublier ça, c'est vrai. Faut quand même pas oublier qu'on décide de mettre un ailier droit au poste de latéral gauche. Donc c'est pas non plus très très bon signe pour Ouattara. Est revenu. Voilà. Si on veut comparer les deux, si on veut comparer Ouattara et Jacobs objectivement, c'est Ouattara est plus intéressant offensivement que Jacobs. Et puis il a 20 ans surtout. Ouais, il a 20 ans. Ouais, il est pas bien vieux non plus, je pense, Jacobs, pour le coup, tu vois. Mais il doit 25 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Je suis même pas sûr. Mais il commence son prime, hein. Il commence son prime. Et quel prime. Non, mais alors moi j'ai toujours trouvé sa limite à Jacobs, c'est que offensivement ça ne va pas, mais défensivement. Je le trouve pas catastrophique. J'ai trouvé Ouattara bien plus cata sur quelques matchs que Jacobs en défense. Après, ce qu'on demande à des pistons dans un schéma comme on a, c'est de faire des différences offensives. C'est ce qu'on disait à propos de Caillot en début d'émission. Voilà. À partir de là, c'est triste de ne pas avoir un défenseur gauche. Quand même. Que des pistons, finalement, que des joueurs qui sont bons offensivement. C'est la modernité. Et du coup, ouais, non, mais sûr, on n'a aucune solution pour avoir quelqu'un qui tienne son côté gauche. Si on veut vraiment jouer contre un gros ailier droit adverse, qu'on veut jouer plus défensif sur ce côté-ci, on n'a pas du tout la solution. On a Crépin Diatta qui aura peut-être été la meilleure caution défensive. C'est Salissou à la rigueur. Jouer avec une défense à 3 sur ce côté-ci, ça peut encore aller, mais je le vois mal jouer de défenseur gauche sur une défense à 4. Non, trop long. C'est compliqué. C'est dommage d'avoir 3 joueurs et d'avoir 3 fois le même profil finalement. C'est ce que t'attends des latéraux dans le système où on joue. Et après, finalement, si tu veux vraiment un gars qui bétonne, je dirais que limite Salissou est peut-être ta meilleure option dans ces cas-là. Ou Kerrer. Ouais, ou Kerrer. Kerrer a déjà joué à ce poste aussi. Ouais. Je pense que Kerrer, pour le coup, je vois un peu plus Kerrer le latéral que Salissou. Hein. Salissou, c'est. Il est plus rapide, quoique Salissou, il avait la rapide quand même, de ce qu'on a pu voir. Après, oui, mais c'est pas Maripane, c'est sûr, mais c'est pas Singo non plus, quoi. Non. Voilà. Bon, avant de passer aux 2 catégories majeures qui sont donc meilleurs et pires joueurs, Patrice, la catégorie déception, qu'est-ce qui avait été pronostiqué en début d'année ? Alors, j'ai pu se venir sur les déceptions, donc c'est Salissou pour les auditeurs. Déçu pas de son niveau parce qu'il n'avait pas encore joué, mais surtout qu'on recrute un joueur et que du coup on recrute blessé et qu'il soit absent et qu'on nous annonce quasiment jusqu'à début décembre et que derrière on sait qu'il va faire la CAN, donc voilà, c'est un joueur qu'on va quasiment pas voir de la saison. C'était surtout ça la déception. Sinon on a 3 fois des Ben Seguir de notre côté, Balogun, Koun. Voilà, c'était ça. Se partager les votes entre Koun et Balogun et Ben Seguir. Ouais, Ben Seguir, c'est vrai que c'est pas mal. Alors après, maintenant, au niveau des résultats, c'est un plébiscite pour notre attaquant américain. Quasiment un plébiscite, puisque je n'ai pas fait ce choix-là, encore une fois, pour répartir les joueurs par catégorie. Mais alors Balogun, on va pas en parler maintenant parce que, encore une fois, et vous l'avez deviné maintenant, on va en parler dans une prochaine catégorie qui est un petit peu supérieure à ça. Mais du coup, moi, c'est l'occasion pour moi de parler de mon choix. Et moi, j'ai voté pour Vanderson. Alors maintenant, c'est vrai que quand on parle de Ben Seguir, c'est pas mal non plus. Ben Seguir, j'aime bien l'idée, mais c'est aussi beaucoup le fait qu'il ait été blessé.
Donc ça reste une déception évidemment de ne pas l'avoir assez vu sur le terrain, mais malgré tout, on en a parlé il y a quelques minutes, quand on l'a vu, on a commencé à voir, en tout cas sur la fin, quand il commençait à avoir un peu plus de rythme, des vraies bonnes choses. Moi, Vanderson, c'est ma vraie grosse déception parce que c'est un joueur, j'attendais vraiment qui passe un cap cette année, et globalement, je trouve que sa saison est très moyenne sur le plan défensif, même sur le plan offensif. Je trouve qu'il n'a pas assez apporté, alors que il est censé avoir une qualité de centre un petit peu supérieure à ça. Il y a eu aussi des petites périodes de blessures, il y a eu des cartons. Alors pour le coup, c'est pas le seul de l'effectif, ça c'est un peu quand même le fil rouge de la saison, les cartons bêtes reçus, mais il en fait partie. Voilà, donc je suis déçu de Vanderson parce que j'attendais vraiment que cette saison il franchisse un cap, et j'ai du mal à retrouver le Vanderson qu'on avait eu lors de son arrivée, qui vraiment avait fait beaucoup de bien. Et je trouve que depuis maintenant, c'est un peu insuffisant. Et là, j'en viens de plus en plus à penser que pour cet été, si on le laisse partir, c'est pas bien grave pour recruter un autre mec. Et que même en l'état actuel des choses, dans une défense à 4, j'ai plutôt tendance à décaler Singo sur son poste pour laisser place à Kerrer, Salisu dans l'axe, et évidemment Caio Henrique de l'autre côté. Donc en fait, c'est un joueur qui du coup partait comme un titulaire indiscutable, et pour moi ne l'est absolument plus. Donc en ça, c'est une vraie déception. Je ne sais pas si vous me rejoignez un petit peu sur Vanderson, dont on n'a pas encore parlé en plus, donc c'est le moment de parler. Ouais, il passe à côté de sa saison, ça c'est sûr. C'est dommage, je revoyais tout à l'heure, c'est notre premier buteur de la saison, donc on aurait pu se dire, tiens, ça y est, on retrouve le Vanderson qu'on avait eu au début. Mais oui, comme tu disais, il a été beaucoup embêté par les blessures aussi, les suspensions, etc. Donc on n'a pas retrouvé alors certainement pas celui de son arrivée, mais même l'année dernière, il avait quand même eu de meilleures périodes. Malheureusement, on verra ce que ça donne. Il n'y a pas que les blessures, je pense. Enfin, il est aussi pas mal sur le banc. Rome est bien dit. C'est vrai que à des moments où on le voyait plus, quoi. Donc on peut imaginer qu'effectivement, il faut qu'il regagne sa place. Et c'est vrai qu'on avait tendance. Enfin, moi, je vois beaucoup de suiveurs là extérieurs Monaco qui disent que Vanderson c'est un crack, etc. Effectivement, on commence à moins y croire. Ça fait comme 2 ans et demi qu'il est là, et on voit pas de progression, quoi. C'est sûr que ça peut être en ça une déception. Après, effectivement, je serais pas aussi catégorique, car je sais que Rome essaye de dispatcher tous les joueurs dans différentes catégories. C'est vrai que Keun, par exemple, est carrément une plus grosse déception que Vanderson, par exemple. Même d'autres. Mais c'est pour ça que c'est carrément c'est pour ça que lui, il est encore un stade au-dessus. Lui, il est plus dans la catégorie pire recrue, voire pire joueur. Voilà, même si c'est pas pour lui que j'ai voté. Par contre, j'aurais jamais voté pour Vanderson en pire joueur. Il est même certainement pas dans mon top 5 des pires joueurs. Mais quand je pense à un Magassa, par exemple, et Magassa, j'en attendais pas grand-chose, donc je vais pas non plus le mettre dans déception, tu vois. C'est ça, en fait, moi, c'est vraiment par rapport aux attentes. Et je les avais également sur Keun et sur Balogun. Mais pour moi, ils sont encore à un stade au-dessus de la déception. Donc c'est pour ça. Et puis voilà, encore une fois, c'est pour répartir un peu plus et pas balancer toujours le même blast, parce que sinon, oui, tu peux aussi du coup considérer qu'à partir du moment où tu es le pire joueur, t'es aussi, si tu es une recrue, la pire recrue, tu es aussi une déception. Enfin, tu es évidemment de fait plein de choses, mais ça permet aussi de parler d'autres joueurs. Un autre joueur qu'on aurait pu potentiellement également mettre dans les déceptions, parce qu'il a quand même, alors on va pas repolémiquer évidemment, mais il a plutôt reperdu sa place, et il a beaucoup de mal depuis maintenant un peu plus d'1 an. C'est Mohamed Camara, qui est arrivé quand même avec un petit pédigré, avec des grosses attentes. Il avait fait quand même un bon gros début de saison. On se rappelle évidemment ce match face au PSG particulièrement. Et cette année, il n'est pas du tout dans l'équation, quoi. Il y avait vraiment Zakaria, Fofana, et puis s'il fallait faire un choix même, c'était plutôt Golovin en 3e. Après, du moment qu'on a recruté Zakaria, on a compris déjà que Camara, il partait comme remplaçant, hein. Ouais, mais quand tu commences avec... à ça, on pensait pas qu'il allait prendre la place à un des deux, quoi. Fofana qui reste, qui lui vise d'aller jouer l'Euro, et Zakaria qui est une très grosse recrue. Donc, mais qui joue défenseur. Il y a des soucis. Oui, mais il joue défenseur. Qui joue défenseur parce que au début. c'est concours de circonstances au début.
Et d'ailleurs, Ouais, il est mais- pas mauvais. À ce moment-là, au milieu, il est pas mauvais, Camara. Quand Zakaria est défenseur et que du coup, Camara joue au milieu défensif avec Fofana, c'est pas des mauvais matchs, quoi. C'est un joueur pour moi qui est sorti de l'équation parce que on a amené de la concurrence. Il fallait faire ça de toute façon au milieu parce qu'il y en avait trop qui se reposaient sur leur laurier, dont lui et du coup Fofana. Et voilà, forcément, t'en as recruté 3 pour 2 places. Il y en a un qui en a fait les frais. Je le mettrai pas non plus. Je trouve pas que ses performances ont été mauvaises, mais il a pas Non, su déception. gagner sa place. Déception. En Ouais, fait, il a fait une expérience moyenne, quoi. C'est pas ni plus ni moins, quoi. il a perdu, il a perdu d'une certaine manière ses duels indirects avec ceux qui étaient en concurrence avec Zakaria, parce que Zakaria était très très fort, moi je continue de le dire, hein, était très très fort dans ce rôle de troisième défenseur, sauf qu'on a préféré faire monter Zakaria pour mettre soit un Maripane, soit un Kerrer, dans un second temps, mais au final parce que le choix fort c'était qu'il fallait l'enlever Camara. Et donc il fallait mieux faire remonter Zakaria, parce que de toute façon il fallait mettre... Ouais, je pense plutôt c'est parce qu'on voulait faire jouer Zakaria au milieu de terrain. Ouais, je pense qu'il est venu pour ça, ouais, d'ailleurs. Et que c'est le choix du joueur. ça, je pense pas qu'il ouais. accepte de jouer en défense non plus. D'ailleurs, il avait beaucoup insisté sur les premiers matchs à dire ouais, moi, ok pour dépanner et tout, mais Oui. très rapidement, il avait dit oui, mon poste, moi, c'est milieu défensif. Je pense que quand on le fait venir, c'est un peu ce qu'il lui est dit et que derrière, la place est là. Et qu'en plus, évidemment, il est meilleur que Camara. Donc, à partir de là, il te dit bon, je suis meilleur que la concurrence, tu me mets au poste où j'ai envie de jouer. Et Camara a pas cette polyvalence. Tant pis pour lui, mais je suis pas sûr que ce soit un choix de faire monter Zakaria pour éjecter Camara. Je pense que l'équation est plus compliquée. Oui, non, je dis pas que l'équation n'est pas plus compliquée. Je dis que s'il avait été bon, Camara serait resté dans le milieu de terrain. Le schéma aurait été potentiellement. Tu peux jouer avec les 3 aussi. Hein. C'est d'ailleurs, on en avait parlé en cours de saison. C'était potentiellement une chose à faire quand on avait un peu plus de mal défensivement pour solidifier un peu ce milieu de terrain. C'est jamais le choix qui a été fait. Moi, encore une fois, quand je repense à ce que fait Maripane globalement sur la saison, encore une fois, qui est très décevant, malgré tout, on préférait le mettre lui en défense. Parce qu'au bout d'un moment, les joueurs, c'est bien beau, mais c'est l'entraîneur qui fait l'équipe. S'il a envie de mettre Zakaria en défense, il met Zakaria en défense et il ferme sa gueule. Hein. Donc, c'est un peu... Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, moi, en tout cas, c'est une déception parce que c'est un joueur que j'attendais, encore une fois, qui arrivait quand même avec un petit pédigré, qui avait bien commencé, et au final, qui n'est pas le joueur qu'on attendait et qui maintenant, voilà, était là sur les feuilles de match, mais bon, il rentre ou il rentre pas, ça changeait pas grand-chose, et puis une des rares fois où on décide de le mettre titulaire, c'est le seul match où il faut pas le faire, donc bref. Voilà. Oui, parce après, que j'allais quand il arrive, sa concurrence, c'est Matazo, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Qui part en plus à la saison. Magassa. L'année dernière, je parle. Non, quand il arrive l'année dernière, ça tu veux dire l'an dernier. Il vient pour faire la doublette avec Fofana et le seul qui peut le concurrencer, c'est Matazo, quoi. Donc, il n'y a pas de concurrence. Donc clairement, oui, il a son poste clé. Du moins qu'on recrute Zakaria. Par contre, là, il y a une vraie concurrence et on sait très bien que Zakaria, même sans l'avoir vu jouer à Monaco, il était à un niveau supérieur. Et tant mieux qu'on ait enfin 3 bons milieux de terrain et il va falloir retrouver ça l'année prochaine. Au début, on pouvait logiquement se dire que... même 4. Hein. Ouais. Avec la Ligue des Champions en plus. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as l'option Golovin. Attends, il y a l'option Golovin, et sachant qu'on est un peu bien fourni au poste de milieu offensif. Ouais, mais t'en as besoin devant. Golovin aussi, ça peut être une bonne idée des fois de le faire reculer, mais c'est dommage quand même, in fine, de le faire. T'as d'autres solutions devant. Je sais pas. Je sais pas si c'est dommage. D'ailleurs, on va. Forcément dommage. Ouais, non. On va maintenant y venir. Hein. Catégorie donc meilleur joueur. Il y a eu un duel entre Minamino et Golovin. Globalement, c'est Minamino qui ressort vainqueur pour vous les auditeurs et pour la grande majorité de Radio Diagonale. Par contre, Pierre, Patrice et donc moi-même, on a voté Golovin. Donc voilà, Golovin, on n'en a pas encore parlé. C'est dommage qu'il y ait cette blessure et du coup, il participe pas un peu à la fête de cette fin de saison. Mais moi, globalement, je trouve qu'il fait une saison, il fait évidemment une très bonne saison vu que j'ai voté pour lui comme meilleur joueur. Il a été plutôt régulier. Là, on pourra pas dire qu'il a raté ses matchs de Coupe d'Europe puisque cette année, il n'y en a pas eu. Donc voilà, c'est quand même à mettre à son crédit. Et puis, chose intéressante, voilà, on vient d'en parler.
Il a perdu Caio Henrique, et c'était quand même une doublette qui fonctionnait extrêmement bien. Malgré tout, il a continué de faire énormément de bien à l'équipe. Il a été plutôt fort dans les très gros matchs. Contre Paris, c'est une masterclass de A à Z, particulièrement en première mi-temps. Et puis, il y a ces quelques matchs aussi à ce poste de numéro 8, où à chaque fois, il n'était pas loin d'être le meilleur joueur, pardon. Et donc, en fait, moi, je me dis que ça peut être une vraie solution, en fait, Golovin reculé pour l'année prochaine. Je pense aussi que c'est une solution après permanente, je sais pas. Peut-être manquer offensivement, quoi. Mais je pense que oui, beaucoup de matchs contre des équipes qui ont des milieux de terrain qui sont très renforcés, venir leur rajouter en plus, ça peut être très intéressant. Après, je pense que si on fait ce même vote il y a 5 journées de ça, il y a de fortes chances que ce soit inversé, que ce soit Golovin qui soit élu meilleur joueur par les auditeurs. Le fait, comme tu le dis, qu'il soit blessé, qu'il soit pas là et que Minamino reprenne offensivement l'avantage en inscrivant des buts et des passes décisives importantes, je pense que ça a refait basculer la balance sur Minamino pour le meilleur joueur de la saison. Ouais, tu peux même remonter, je pense, au début de saison. Je pense qu'on plébiscitait quasiment tous Golovin. Ouais. Enfin, les auditeurs étaient sur Minamino parce qu'il y avait aussi le meilleur joueur du mois d'août, on le rappelle quand même. Début de saison, meilleur joueur du mois d'août, début de saison Tony Truant. Et effectivement, au final, force est de constater qu'ils ont eu raison. Pour certains, enfin pour après, c'est peut-être pour se donner raison qu'ils ont voté Minamino, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Golovin et on voyait aussi, c'est ça, Golovin en patron, la meilleure saison cette fois qui était en vue pour lui, vu qu'il enchaînait sur la saison sur laquelle il avait joué le plus. Je pense qu'il était à quasiment tous les matchs joués, donc on pouvait se dire, allez, c'est bon, il part sur le 10-10, le 10 buts, 10 passes D cette saison. Bon, il a fait symétrique, là, il a fait 6 et 6, mais effectivement, il n'a pas assez joué pour se mettre en lumière, pour pouvoir effectuer ça. Et en plus, effectivement, tu l'as dit, Caio Henrique, je pense que ça lui a manqué, parce que clairement, les deux qui combinaient, ça permettait beaucoup de choses à cette équipe, et puis derrière, à des passes D, à des buts de sa part. Mais ouais. On pouvait s'attendre à avoir un Alexandre Golovin un peu plus en jambes à ce niveau-là et un peu plus porteur d'équipe, mais on sait très bien que c'est pas aussi non plus son rôle. Enfin, je trouve que c'est pas non plus un joueur qui a la carrure d'un leader ou de quoi que ce soit qui va aller porter une équipe, quoi. C'est vraiment ce genre de différence. Alors, au niveau du capitaine, non, par contre, sur le terrain, je trouve qu'il porte énormément le jeu. Il porte pas l'équipe, il porte vraiment énormément le jeu, quoi. On voit la différence quand il est là ou pas là. C'est un leader technique. Ouais, très bon leader technique, je trouve. Beaucoup plus que sur les saisons précédentes. Je trouve qu'il prend plus le jeu à son compte, il distribue beaucoup plus, même s'il fait pas énormément de passes décisives, comme tu dis, en 6-6, il finit. Dans la construction du jeu, il est souvent dans les actions. Quand on inscrit des buts, il est dedans, généralement. Et même si je comprends tout à fait que ce soit Minamino ou Golovin qui soit meilleur joueur pour les auditeurs, pour moi ça ne joue vraiment pas à grand chose. Les deux font une saison qui est extraordinaire. Si moi j'ai choisi plus Golovin que Minamino, c'est parce que sa saison, elle est de A à Z, elle est constante. Il y a très peu de mauvais matchs de sa part, il a toujours été là. Là où Minamino il démarre très très fort et vraiment il y a un creux pendant tout l'hiver où il est vraiment moins bien. Il n'est pas au niveau de l'année dernière, c'est clair, mais voilà, on le voit beaucoup moins. Il se fait un peu sortir aussi avec Louche, prend un peu plus de temps de jeu à ce moment-là, et il revient, comme tu le dis, Pierre, aussi, plus fort après la Coupe d'Asie. Et du coup, forcément, il profite après de l'absence de Golovin. Et voilà, c'est pour ça que je préfère quand même la saison de Golovin qui est plus régulière et plus constante tout le long où il a joué. Moi, je le trouve plus régulier aussi, Golovin. Oui. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. En début d'année, donc on l'a dit, c'était pas mal entre les deux. Toi, Quentin, t'étais parti sur Ben Yedder. Moi, j'avais fait le choix de prendre un pari Zakaria. Au final, bon, il est pas dedans l'équation. Sa saison est correcte, mais il est loin du compte quand même pour être meilleur joueur. Et à noter quand même le vote. Gros pari de Damien, donc qui était parti sur Ben Seguir. On s'est assez foutu de sa gueule toute l'année avec ça. Après, bon, le pauvre Ben Seguir, il a été il a été sur le flanc pendant 70% de l'année, 20% il était pas en rythme. Et puis à la fin, il y a eu un petit peu de bien, mais évidemment c'est beaucoup trop court. Mais donc justement, c'était pas forcément prévu, mais votre top 5 là comme ça, pêle-mêle. De la saison dans l'ordre si possible, sinon voilà.
Moi, c'était, vu que je l'ai fait le sondage sur Twitter, Oui. mes votes c'était Golovin, Minamino, Singo, Majeki et Akliouche. Et Quentin. Moi, alors, du coup, c'était Minamino, Golovin, Singo, Fofana, et le 5e, je crois que j'avais mis Akliouche aussi. Ouais. Et enfin, Pierre. Moi, je dirais Golovin, Minamino, Singo, Fofana. Et puis après, en 5, c'est difficile. Je dirais peut-être Majeki pour la surprise. Ouais, donc ce qui en ressort, c'est que le top 3 est clair, puisque j'ai le même. Pas forcément dans le même ordre. Enfin, si, Singo est toujours 3e, du coup. Mais Golovin, Minamino, Singo. Je mets également Fofana à la 4e place. Et moi, 5e, malgré tout. Je vais mettre. Ah, bah oui. Ouais, moi aussi. En fait, c'est ça que j'ai mis en 5e, ouais, je m'en souviens maintenant. C'est Ben Yedder. J'aurais pu mettre Majeki, mais parce que, encore une fois, hein, c'est peut-être la bascule, mais ça reste une demi-saison, donc c'est juste pour ça que je suis. Mais bon, il est dans les évidemment très bons joueurs, voilà. Et puis tu peux rajouter également Zakaria, et je pense que tu as les 7 mecs qui ont fait une bonne saison, une vraie bonne saison. Ouais. Le top 4 est très clair, quoi. Ouais, voilà. Ouais. On oublie un peu pas pour Patrice. Hein. Et puis non, et Akliouche. Majeki, c'est vrai qu'il y a la défense sur la fin de saison. Non, mais c'est vrai. Alors j'adore Ben Yedder, mais il y a un truc trop important cette saison. Quoi. Ça peut se comprendre. Mais c'est vrai qu'on peut rajouter Akliouche, et ça fait quand même 8 joueurs, voilà, dont on peut vraiment mettre dans les bons élèves, avec évidemment des hauts, et des bas, mais globalement, voilà, c'est les 8 vraiment qui ont réussi leur saison et qui devront très certainement être titulaires l'année prochaine dans le 11, enfin à l'exception évidemment du coup de Ben Yedder et Fofana s'il part, mais voilà, en tout cas pour les joueurs qui restent, c'est des valeurs sûres pour la saison prochaine. Pire joueur maintenant, bon Folarin Balogun, Philippe Keun. Je tiens à dire quand même que cette année on a quand même le pire joueur, c'est loin d'être vraiment un joueur qui est au fond du trou, qui a fait une saison. On n'est pas comme l'année dernière avec Minamino quand même. Je trouve que c'est même compliqué de définir. Il y a plusieurs joueurs qui se tirent la bourre pour dire qui ont été le plus mauvais joueur. Parce que le bilan collectif est bon. Du coup, c'est plus dur d'en accabler. Tous ceux qui ont été nommés, ils ont eu des bons passages et beaucoup de moins bons. Forcément. Oui, c'est vrai. Ils en seraient pas là quand même. Mais ça n'a pas été catastrophique de A à Z, comme ça a pu être le cas avec des joueurs comme les saisons d'avant, que ça aurait été Minamino, comme on a dit, Diatta, Chadli, des joueurs comme ça qui ont eu énormément de temps de jeu et qui tout le long ont été vraiment catastrophiques. En tout cas, on avait pronostiqué, je pense, le pire joueur. En début d'année, donc les auditeurs, vous étiez partis sur Diatta. C'était également le cas pour Patrice, Pierre et moi-même. Quentin, t'étais sur Matarazzo. Flo sur évidemment Boadou, parce qu'il l'adore. Damien sur Jacob. Boris sur Philippe Keun. Arthur sur Matarazzo également. Et Adrien sur Jacobs. Au bout du bout, c'est Balogun pour vous les auditeurs. C'est également le choix pour toi, Patrice, Adrien, Boris et moi-même. Keun pour Arthur et Pierre. Damien a mis Matsima. Flo est resté sur Boadou. et Quentin Magassa. Alors Boadou, je le mets évidemment à part parce que il a pas joué, il est nul, hein. C'est une certitude, mais il est parti, il a pas joué, donc on va pas l'accabler, on l'a pas vu assez non plus pour il égalise réellement. Oui, voilà. Il a meilleur ratio que Balogun en termes de buts. Oui, ça y a pas, c'est pas compliqué, je pense. Damien, pareil pour Matsima, qu'on n'a pas assez vu, je trouve, pour le mettre dans cette catégorie-là de pire joueur. Toi, Quentin, par contre, Magassa, c'est un peu plus intéressant parce que Magassa, c'est vrai qu'il a été clairement titulaire sur le début de saison. Alors encore une fois, on en a parlé également pour Zakaria, peut-être parce qu'il était descendu parce qu'il manquait du monde. On peut également penser que Magassa était descendu, hein, lui aussi, d'une certaine manière, à ce poste de défenseur central, puisque Maripane n'était pas mal absent, puisque Salissou n'était pas de retour encore, et qu'on n'avait pas encore Kerrer. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup d'éléments qui le faisaient jouer à ce poste-là. Et c'est vrai qu'après des débuts, encore une fois, moi, que je trouve plutôt corrects, après ça a chuté, et puis on l'a plus vu, ou presque.
Bah ouais, et puis a raison, hein, c'est quand même un joueur, bon, c'est un jeune joueur, on va pas se cacher effectivement, mais il n'a pas assumé, il n'a pas eu les épaules en fait pour prendre cette place qu'il aurait pu gagner, que ce soit en défense ou au milieu, parce qu'il avait aussi des opportunités au milieu. Et à chaque fois qu'on l'a vu jouer, je sais pas combien de fois on l'a mis flop, mais voilà, on était souvent à dire bah ouais, c'est un jeune joueur, c'est pas, on va pas l'accabler, c'est pas de sa faute, tout ça, mais on a vu quand même des erreurs, des grosses erreurs de sa part. Et je suis désolé, mais un joueur qu'on fait autant jouer et on va rien retenir de sa saison. On va pas retenir même pas un but, même pas une passe, même pas un truc voilà, un bon retour défensif. Moi, j'ai aucun souvenir. Je retiens que, alors peut-être que c'est mon défaut de retenir que le négatif, mais je vois voilà des cagades, un péno complètement ubuesque à Paris, plein de moments où il va forcément, on va encaisser un but par une perte de balle ou même prendre une occasion juste par une perte de balle. Et en fait, ouais, je vois un joueur quand même qui est assez fébrile et qui a pas su monter en puissance et progresser. Et même à la fin de la saison, on ne le voit plus, alors à peine, on va dire. Et c'est dommage pour un joueur qui a autant joué. Je trouve que c'était logique pour moi de le mettre en pire joueur, parce qu'effectivement, là, on a vu beaucoup de joueurs qui ne jouent pas beaucoup, Boadou, Matazo, tout ça. C'est des joueurs, effectivement, par le fait qu'ils ne jouent pas beaucoup, on les met en flop, et voilà, parce qu'ils ne sont pas bons, et donc voilà. Mais pour le coup, Matazo, pardon, Magassa, on l'a vu beaucoup, et à tort, en fait, on l'a vu par défaut. Là, tu disais, Patrice, par exemple, les Chadli, les trucs comme ça. C'est vrai que c'est des joueurs qui enchaînaient les mauvaises prestations, mais pas parce que ils étaient. En fait, c'est juste qu'il n'y avait pas meilleur qu'eux quoi, sur le banc. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est pour ça qu'on les alignait et on les voyait et on voyait qu'ils étaient nuls. Et là, meilleur que Chadli. Meilleur que Chadli, voilà, je pense que tu prenais le gardien du stade. Ouais, voilà. Tu prenais le magasinier, je pense que. Non, mais voilà, je sais pas les raisons qui ont fait qu'il a joué autant. Mais ouais, voilà, c'est. Ouais, on le reverra pas. On le reverra pas comme ça, quoi. Pour les médias, c'est le joueur qui était le moins bien noté. Hein, pour tous les médias, que ce soit Nice Matin, l'équipe sur la saison, c'est lui qui a les pires notes et qui a eu beaucoup de temps de jeu, hein, parce qu'il a il a 15 titularisations. On l'a oublié parce que c'est la première moitié de saison, mais oui. Là où il nous fait mal, c'est indirectement, parce qu'en fait, il est bon pendant la préparation, il est plutôt bon sur les tout premiers matchs, et il fait penser à Hutter que c'est une solution pour jouer en défense, et il fait qu'on ne recrute pas ce défenseur en plus. Et du coup, après, quand il retrouve un peu son niveau, parce qu'il n'a pas la capacité d'être défenseur, ça nous fait mal, parce qu'il faut attendre que Kerrer arrive pour rattraper l'erreur qu'on a fait sur le mercato estival. Et il nous a manqué ce défenseur d'un bon niveau. Voilà, je pense que c'est l'erreur aussi de Hutter, hein, qui pense qu'il peut remplacer Salissou le temps de sa blessure. Ouais, mais c'est surtout que la blessure de Salissou traîne, en fait. Il n'était pas censé être blessé si longtemps. Au début, ils savent, quand ils le recrutent, ils savent, c'est une pubalgie, ils savent que ça va pas se guérir comme ça. Ouais, mais finalement, on le voit en décembre. Je pense pas qu'il se soit dit. Il savait que ça pouvait durer un peu, mais peut-être pas autant. Ouais, après, on aurait été bien inspiré de recruter, hein, je suis d'accord, hein, mais bon. Ah oui, ça, de toute façon, on l'avait dit. On sait qu'on voulait recruter, il y avait des pistes et tout pour recruter des défenseurs. Il y avait Adara Bioyo qui était dans les petits papiers. Après, bon, a priori. C'est la preuve qu'on avait besoin, on a recruté Kerrer. Dès que le mercato d'hiver a ouvert, on a recruté Kerrer. Donc c'est bien. Ouais, puis tu avais la CAN qui arrivait aussi, où tu avais une bonne partie de ta défense qui partait. Donc là, tu n'avais plus le choix. Après, Magassa, là où je serais plus clément quand même avec, c'est que c'est un jeune qui t'a demandé de dépanner. Il a fait le job sur très peu de matchs, on est d'accord. Rapidement, c'est devenu catastrophique. Et il y a ce fameux match à Paris qu'on avait vu ensemble avec Quentin où c'était terrible. Bon, après, il avait Ousmane Dembélé face à lui, donc ça n'a pas aidé non plus. Mais voilà, il était pas au niveau. Après, je trouve que c'est dur de le mettre en pire joueur dans le sens où déjà, c'est un jeune qui n'était pas censé jouer et en plus, on l'a fait jouer et en plus, pas à son poste, quoi. Et donc, toi, Pierre. C'est par rapport aux autres, quoi. C'est par rapport aux autres, quoi. Je me dis. Franchement, tu mets les saisons côte à côte des autres, de vos pires joueurs ou même d'autres pires joueurs qu'on pourrait citer. Oui, intrinsèquement, je suis d'accord. Oui. T'as raison que si on prend le niveau absolu, peut-être. Juste une dernière chose sur Magassa. Le seul truc que je me souviens, maintenant, je m'en souviens, c'est effectivement, il marque le penalty victorieux face à Lens. C'est le seul fait d'armes de la saison que je me souviens. C'est mieux que Balogun, du coup. C'est ça. Ah ben, on va en parler. On va en parler. Voilà. On va en parler, mais malgré tout,
je vais te laisser avant toi parler de ton choix. Pourquoi toi, t'es plus parti sur Philippe Keun, Pierre? Parce que c'est quelqu'un que tu recrutes pour prendre titulaire et que tu finis par dégager sur le banc. Donc déjà, c'est quand même un gardien, c'est quand même un gros échec quoi, de te dire au milieu de ta saison, je vais devoir le sortir du 11 pour qu'on soit meilleur. Et que c'est en plus effectivement ce qui arrive. C'est-à-dire que quand tu le sors, tout à coup, ça change quand même ta défense. Tout à l'heure, je parlais de la défense qui a été notre plus gros problème. C'est vrai que dès que Maïeki arrive, on est quand même meilleur. Donc le constat est terrible. Et pour moi, ça en fait le pire joueur. Alors, il y aura plus tard un débat avec Balogun. Et peut-être qu'il y a un truc qui est terrible quand tu es gardien, c'est que tu es beaucoup plus exposé quand tu fais une boulette que tous les autres joueurs. Mais après, pour moi, avec un tel constat d'échec, tu peux que être le pire joueur de cette saison parce que tu arrives dans les souliers d'un titulaire et puis tu vas repartir par la petite porte si quelqu'un veut bien te reprendre parce que c'est même pas sûr. C'est possible que ça devienne tout simplement notre gardien de remplaçant de l'année prochaine parce que personne n'en veut. Ouais, moi c'est pour ça que je suis plus parti sur pire recrue, mais je peux comprendre. Bon, du coup, Patrice et les auditeurs et puis tout le reste, hein, on est parti sur Balogun. Moi, Balogun pour moi c'est pire joueur parce que c'est 40 millions. Ouais. Déjà, voilà. C'est pire joueur parce qu'il fait partie encore une fois, de la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 et malgré tout son nombre de buts est ridicule. C'est pire joueur parce que c'est lui qui rate le penalty qui aurait dû nous permettre de nous qualifier en Coupe de France. C'est pire joueur parce que c'est bien beau de marquer un but au parc, mais bon, dans un 5-2, ça n'a pas trop d'importance. Donc en fait, son dernier but vraiment important, c'était certainement au mois de septembre. Voilà, pour tout ça, pour moi, c'est clairement lui le pire joueur. Maintenant, c'est ce que je répète également depuis plusieurs émissions. J'ai fait un croix sur sa saison depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je lui maintiens ma confiance. Alors, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, je vais continuer à croire un petit peu en lui pour l'année prochaine. Donc c'est pour ça que moi en ce sens c'est pas encore la pire recrue parce que c'est pas encore son aventure est pas encore terminée contrairement à Philippe Keun, mais j'en attends beaucoup plus parce que là c'est pas possible quoi ce qu'il nous a fait cette saison et puis les tirs au but quoi c'est pas possible de rater autant de pénaltys et surtout de les tirer aussi mal en fait et puis même sur la fin de saison là quand Monaco jouait bien, marquait des buts. Il y en avait tout. Alors après, il n'y a pas de bol contre Montpellier, ça prend le poteau. C'est Montpellier. Non, contre. C'est quoi le dernier match? C'est contre Nantes. Nantes, voilà. Contre Nantes. Contre Montpellier, il fait une passe décisive. Putain, oui, c'est vrai. contre Montpellier, il fait une passe décisive. C'est pour les stats, voilà. Non, mais tu sentais, voilà, le joueur qui était complètement. Qui était complètement perdu, qui était complètement pas. Donc en fait, j'ai envie de croire, j'ai envie d'espérer à la Minamino quoi. Voilà, à Balogun, il va montrer ce pourquoi on l'a acheté l'année prochaine. Mais pour la saison qui vient de s'écouler, pour moi et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est lui le pire joueur. Voilà. Ouais, après le N-2 et N-3 de Minamino étaient peut-être plus référencés que ceux de Balogun quoi. C'est ça. Évidemment. Fait un peu plus peur. Ouais. Et donc du coup. C'est pas le même club. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas le même âge. Minamino, il y a un changement de championnat. Quoi. Le championnat de France, c'est quand même très particulier. Quoi. Donc, Balogun aussi, il était à Reims. Non, il connaît. Oui, mais il connaît quand même. Non, mais c'était une blague. C'est pas grave. D'accord. Non, parce que j'ai beaucoup aussi défendu le fait que le style de jeu de Reims, qui joue le bas de classement et qui joue énormément les contre-attaques, qui lui laisse énormément d'espace, c'est pas du tout le même style de jeu que Monaco, où il fait face à généralement deux mecs qui lui collent le cul comme pas possible. Clairement, il a moins d'espace en jouant Monaco. Mais là où, pour Minamino, il y avait quand même beaucoup de choses qui faisaient que c'était compliqué pour lui. En plus, voilà, c'est un joueur qui vient du Japon, donc il y a la barrière de la langue aussi, parce que pas non plus Liverpool va être complètement internationalisé non plus. Qui arrive en France où il connaît personne dans le club. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que c'était un peu compliqué pour lui, surtout s'il a commencé à mal débuter. Oui. Le Gound, là, c'est bon, il avait déjà joué en France, il connaît parfaitement le championnat français, il a réussi en plus à Reims. Ça te laisse un peu moins d'espoir quand même pour la saison prochaine, qui a un gros déclic qui change. Quoi.
Sachant qu'au cours de la saison, on s'est dit peut-être que il faut attendre qu'il remette un but, il faut que ça reparte. Non, même quand il a remis son but, ça n'a pas changé grand-chose. Il le remet dans la Changer les foulée. schémas, Ouais. changer les schémas, jouer avec d'autres personnes. Il n'a pas joué avec Ben Yedder, il a joué après avec Mbolo, ça n'a rien changé non plus, quoi. Donc, j'espère aussi. C'est peut-être un joueur fait pour la Ligue des Champions. Non, peut-être que là, il faut vraiment une pause, une cassure complète, ou qu'ils se remettent à zéro, tout simplement. Parce que ça peut le faire. Hein. Mais j'espère, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, à 40 millions l'achat, ce serait dommage de s'être trompé, quoi. Sachant que là, on a appris du coup que Ben Yedder ne prolongeait pas. Doute fortement qu'on n'aura pas une recrue du niveau de Ben Yedder ou de Falcao là maintenant. Donc il y a de fortes chances quand même que Balogun et Mbolo soient quand même avec énormément de temps de jeu, quoi. Si on cas les noms qui avancent pour l'instant, c'est plus des joueurs du même niveau qu'un joueur qui soit clairement au-dessus comme l'était Ben Yedder. J'avais dit que c'était très cher en début. Je me rappelle cet été quand on en avait parlé de Balogun qui était arrivé. Moi, je trouvais ça quand même très cher d'aller chercher un gars qui certes avait mis, il avait mis 18 pions avec Reims. D'aller le chercher à 40 millions. Pour moi, tu n'avais aucune garantie avec ce joueur. Finalement, ça démarre plutôt bien. En plus, jusqu'à Nice, ça fonctionne plutôt bien. Il foire ses pénaux à Nice, mais il se remet dans le bain en marquant direct contre Marseille. En fait, il fait un début de saison qui n'est pas si mal statistiquement, mais rapidement, on se rend compte que le costume était peut-être trop grand pour lui, et c'est ça qui fait peur, quoi. C'est que dans le fond, c'est quoi ses qualités à Balogun, quoi? On n'est pas à ce point-là, moi je ne veux pas dire c'est bon, j'avais raison, je vous l'avais dit, c'est une mauvaise pioche. Je pense qu'on a toujours. Moi je trouve qu'on est un peu méchant avec Balogun par rapport à ça, parce qu'effectivement, effectivement, il a complètement raté sa saison, et c'est clairement pour moi une des pires recrues par rapport à au montant auquel on l'a acheté, mais ça reste quand même, je pense, un bon joueur, et il faudra effectivement un palier mental à franchir pour la saison prochaine. Les pénaux, il les tirera plus, et puis ce sera la recrue qui remplacera Ben Yedder qui tirera les pénaux. Et voilà, on n'en parlera plus, ce sera que l'histoire ancienne. Et derrière, on veut un joueur qui performe, on veut un joueur qui convertit ses occasions, et je pense qu'il manque juste ça. Après, derrière, je pense que c'est un joueur jeune aussi qui n'a pas eu énormément d'occasions de se mettre. De se montrer plus que ça, parce que malgré le fait qu'il a quand même pas mal joué, je trouve que c'est pas non plus un traitement, on l'a pas mis dans un fauteuil, quoi, clairement. Il est arrivé d'un coup avec ses 40 millions, je suis désolé, mais n'importe quel joueur, il a de la pression, et n'importe quel joueur, il va forcément se poser des questions s'il loupe un péno, s'il marque pas ses buts, s'il marque voilà. Donc voilà, attendons. Mais la pression, elle est sportive. C'est pas la même chose. Tu mets Balogun dans le contexte marseillais ou parisien, je pense que c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas que les gens. Il n'y a pas que les gens. Je pense qu'il se la met beaucoup, la pression aussi. Enfin, il y a les performances. Il y a aussi qu'est-ce que tu veux faire de ta carrière après ça, quoi. Si tu rates complètement ta saison au plus haut niveau, tu vas jouer avec des champions l'année prochaine. Si ce que on t'avait promis, c'est que tu serais le prochain, je ne sais quoi, le prochain gros numéro 9 européen, est-ce que tu tombes pas un peu de haut en voyant ça? Je sais pas, faut travailler un peu sur ça. En fait, pour moi, c'est pas Boadou, quoi. On n'est pas en train de caractériser un Boadou qui a joué pendant 20 matchs. On n'est pas en train de voir un joueur qui est mauvais, et je pense clairement qu'il n'est pas mauvais. Effectivement, peut-être qu'on l'a acheté un peu cher, mais aujourd'hui, il faut lui faire confiance. Et c'était pas non plus le pire joueur de la saison, dans le sens où parce que c'était le pire attaquant. En fait, c'est ça que je veux dire. Il y a eu, c'est ça, moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est une énorme déception. Et ça, j'en suis complètement d'accord avec vous. Mais j'espère et j'y crois encore pour l'année prochaine. Et j'imagine que vous aussi, un petit peu. Ça oui. Ça c'est autre chose. Moi, je continue d'y croire. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. C'est ça, on n'a pas le choix. C'est ce que j'allais te dire surtout. Après, y croire, ça va se révéler. Minamino, j'étais incapable de savoir qui pouvait être comme ça. Hein, donc, en tout cas, voilà. Qui conclut donc sur les awards donc de cette saison. Alors rapidement maintenant, on va aller un petit peu sur les chiffres et sur les pronos qui avaient été faits sur meilleur buteur. Alors meilleur buteur, on était quasiment tous sur Wissam Ben Yedder, et c'est bien Wissam Ben Yedder qui finit meilleur buteur avec 20 buts. Alors il n'y a pas de tout pile, hein. On était tous aux alentours des 22, 21, ça montait même à 24, 25 même chez toi Pierre.
Bon, 20 buts, J'avais mis globalement. 19, j'étais pas loin. Un but contre Ouais. Rennes, j'étais pas- Il y a un petit 19, il y a un petit 21 pour Boris. Bon, bah, globalement, on est quand même tous dans le bon range. Alors, à noter quand même, on a un tout pile. Il faut quand même rendre à Damien ce qui appartient à Damien. Damien avait pronostiqué 20 buts. Bravo à toi, Damien. Sauf que c'était pour Balogun. Voilà, mais tu vois, ça s'est joué à un petit détail, quoi, parce qu'il avait tout juste. Hein, c'était 20, c'était parfait. Mais Alors, il Balogun. laissait tirer la pénalty à Balogun, il les aurait mis les 20 buts, je suis sûr. Ouais, c'est un petit peu ça. Et puis meilleur passeur, bon voilà, vous étiez tous partis sur Enrique. Moi, j'avais justement voulu faire autre chose et j'étais parti sur Minamino. Bon, alors je la prends qu'à moitié. Hein, je la prends qu'à moitié celle-là parce que bon, déjà il est égalité avec Golovin avec 6 passes. Meilleur passeur, c'est vrai. Mais bon, j'en avais pronostiqué 13. Donc bon, bref, voilà. C'est bon dans l'absolu, c'est le bon prono, mais il y a rien d'extraordinaire là-dedans parce que je pensais pas vraiment que ça serait avec seulement 6 passes décisives. Et on peut également penser que si Caio ne rate pas les 3 quarts de la saison, il aurait évidemment été lui qui aurait été meilleur passeur, ou peut-être Golovin, hein, parce que du coup les deux s'étant retrouvés. Bon, on saura jamais ce qui se serait passé, mais voilà. Et enfin, la dernière question qui avait été posée en début de saison, c'était plutôt Ben Yedder ou plutôt Balogun va être le plus de fois titulaire. C'est Ben Yedder qui avait été voté par vous, les auditeurs, et au final, c'est Ben Yedder qui s'impose d'une courte tête, hein, puisque 27 titularisations contre 22. Ils ont évidemment certains joué quelques matchs ensemble, et seuls Arthur et Damien. Et c'est logique, hein, vu son prono du meilleur buteur. Mais en même temps, là, pour le coup, il y a une certaine logique. Il était parti sur Balogun un peu plus titulaire que Ben Yedder. Bon, ça, encore une fois, ça se joue pas à grand-chose. 5 matchs sur une saison complète, c'est pas énorme. Et c'est donc Ben Yedder. Et pour conclure, Ben Yedder, là, c'était la question de fin de saison. Est-ce que Ben Yedder, vous le conservez ou pas? C'était du 2 tiers, 1 tiers, oui, pour vous, auditeurs. Et chez nous, c'était du 80-20, puisque seuls Adrien et Damien. Alors, Adrien, il a fait son vote cet après-midi. Donc, on savait déjà que Ben Yedder n'était pas conservé. Donc, on le suspecte. Un bon prono d'Adrien, ça se saurait quand même. Voilà. On suspecte qu'il y a quand même un petit peu embrouille. Mais par contre, Damien, voilà, lui, clairement, c'était son avis de ne pas le conserver. Le choix a été fait de ne pas le conserver. Rapidement, sur ça, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une erreur. Ouais, pour moi aussi. Il faut voir sous quelles conditions il aurait pu être conservé. Oui, bien sûr. Parce que clairement, voilà, pas le prolonger avec le salaire qu'il a et tout, c'est très compliqué. Mais après, pour moi, oui, si c'est moyen de s'entendre avec lui pour le faire le prolonger pour une année plus une option, on ne retrouvera pas d'un attaquant de ce niveau-là, même cette saison où on dit quand même qu'il a un gros passage à vide, il finit avec 20 buts, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de joueur-là qui est bon même en sortie de banc. C'est ça le pire, c'est que même tu le mets sur le banc parce que il n'est pas très bon, et ben il va te sortir des buts quand même, il va sortir des très bons matchs sur le peu de temps de jeu qu'il va avoir. Il a toujours été plutôt performant, quoi. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire contre lui, mais ça reste, mine de rien, un très bon buteur qui a fini très très haut à l'AS Monaco. C'est un peu triste de voir partir aussi comme ça, alors que clairement il n'est pas en Champions League. Ouais. Ouais, ben on est d'accord, hein, à 600 ou 650K, je sais plus à combien il était, c'était clairement pas à ce prix-là qu'il fallait le garder, mais bon, à un 350, 400, pourquoi pas. Ouais, mais qui te dit qu'il a... Enfin, peut-être que c'est justement ce qui lui a été proposé, ouais, que... Peut-être, hein, peu importe les conditions, c'est un échec. On se sépare quand même même si c'est une fin de contrat, etc. On se sépare d'un joueur un peu dans l'indifférence parce que on n'a pas eu de spéciale ovation de quoi que ce soit. Bah non, un capitaine qui quand même depuis, ça fait combien? Je sais pas si ça fait depuis qu'il est là, qu'il est capitaine quasiment. Depuis la saison qui suit, en fait. La première année, il n'est pas capitaine. Ouais, je pense qu'on s'il arrive, il est capitaine, il me semble. On nomme assez rapidement quand même. Bon, et puis, je veux dire, c'est quand même un joueur qui a été irréprochable sur le terrain depuis qu'il est là.
Et en dehors aussi, même si on va pas parler de toutes les histoires extrasportives par rapport au club, je parle. Voilà, c'est quand même un joueur qui était hyper précieux, qui a été un buteur qui marquera forcément l'histoire du club, de par sa statistique, et de par aussi le fait qu'il a permis à l'AS Monaco d'obtenir cette deuxième place toujours, je aussi, pareil. Donc, on ne sait pas ce qu'on fera l'année prochaine, mais on pensera peut-être à lui en fonction de ce qu'on fera. Mais un joueur qui nous manquera forcément. Et en plus, je trouvais ça normal je pense qu'on lui devait au moins ça, parce que c'était un joueur qui aimait le club. Et on le disait au début quand il a été... il y a eu une grosse propagande. On voyait, ça sortait l'interview où il disait qu'il aimait Monaco, etc. Et ça se voyait aussi par ses prises de parole, par le fait qu'il venait voir les supporters. Je trouve que c'est un très, très bon joueur que, par facilité, on s'en sépare à la fin du contrat, c'est dommage. Et même s'il n'avait pas performé l'année prochaine, j'aurais été quand même content d'avoir au moins une saison supplémentaire au sein du club, rien que pour jouer avec des champions avec nous. Bon, pour reparler donc d'Adi Hutter, donc le petit bilan sur sa saison, Patrice, globalement, je crois que tout le monde a répondu bonne saison. Je crois que Pierre, t'as même répondu très bonne saison. Globalement, on en a quand même pas mal parlé en début d'émission. On a vu des choses quand même plutôt positives, et surtout moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'il a su quand même faire des choix forts. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il s'est pas trop entêté dans ses mauvais choix, parce qu'évidemment, comme tout coach, il y en a eu par moment. Mais je trouve qu'il s'est pas entêté dessus. Il n'a pas eu l'impression qu'il avait des joueurs chouchous, comme on pouvait reprocher à d'autres coachs avant lui. Et que ces mauvais choix, il ne les répétait pas sur la durée. On peut juste penser que peut-être Majlecki, on aurait pu le mettre un peu plus vite. C'est déjà pas mal de le faire, franchement. Oui, on est d'accord. C'est courageux comme choix de faire ça, donc non, c'est bien. Il n'a pas été aidé par les blessures quand même, ça c'est à noter pour une première saison. Il n'a pas eu de peau avec ça, donc alors après, je laisserai à chacun dire s'il en est responsable ou pas. Moi, je pense qu'il y a quand même une part de chance et que il l'a pas eu avec lui et qu'il a su quand même faire de bonnes choses. Tu parlais des chouchous, moi je pense qu'il y en avait quand même un petit avec peut-être Zakaria qui l'a suivi dans tous les clubs. Et d'ailleurs, il y a eu un petit épisode très bref dans la saison où il a commencé à le mettre vice-capitaine. Puis finalement, il y avait eu une communication rapido pour dire non, mais c'est toujours Fofana, notre vice-capitaine. Enfin, c'était dans le moment où ça allait pas très bien. Ça n'a jamais posé problème à aucun suiveur que Zakaria soit titulaire. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Oui, mais ça c'est clair, oui, on n'a pas eu de truc vraiment de titularisation où sportivement il n'y avait aucun... Oui, absolument, ça oui. Il n'a pas hésité à tenter des choses, à modifier des choses, à sortir évidemment Keun, mais même quand Ben Yedder a été moins bien, il l'a fait sortir. Pareil pour Balogun. Diatta, qui sur les saisons précédentes était catastrophique mais continuait de jouer. Là, globalement, on n'a pas trop parlé de Crépin, mais c'est vrai qu'il a été pas mal mis dans les pires joueurs de la saison au niveau des pronos. Au final, il fait une saison somme toute correcte pour Crépin Diatta. En plus, il a dépanné un petit peu partout. Donc il a aussi réussi à apporter ça. Le renouveau de Minamino, on peut aussi penser qu'il y est forcément un petit peu pour quelque chose. Bien Donc sûr. c'est pas extraordinaire comme saison, mais moi globalement, j'ai envie de récompenser sa saison. Et depuis Jardim, c'est le premier coach. Alors il y a eu Kovac évidemment, mais Ce que j'allais dire la première saison. Ouais, je mettrais Kovac au-dessus encore pour l'instant quand même. Je sais pas, dans le jeu, on est quand même moins stéréotypé. C'est vrai que tu disais qu'il s'adaptait pas mal. On avait plus de surprises en tout cas avec Hutter. Alors peut-être pas sur le 11, mais en tout cas sur la façon de jouer de l'équipe. Ouais. Et après, effectivement, il y a eu de quoi avoir des surprises avec toutes les blessures, avec tout ce qu'il y a. Et après, moi, je me souviens qu'on le critiquait pas mal, surtout au milieu de saison, sur le fait que ces changements n'apportaient rien du tout. Et sur le fait qu'il y avait peu de changements aussi, ou très tard. Oui. Et c'est vrai que ça lui a pas apporté plus préjudice que ça, vu que son plan A a pas mal marché aussi. Après, c'est l'époque où on n'avait pas de banc aussi. Aussi, oui. Mais bon, même quand on a du banc, on sent qu'il réchigne aussi à changer son plan, à apporter du 109. Même si parfois, il y a des entrées quand même qui étaient décisives. Et je me rappelle de certaines
Donc je pense qu'il sait ce qu'il fait, en tout cas. Il donne cette impression-là. Et c'est vrai que bon, aussi le fait de ne pas succomber à cette manie là de faire 5 changements, qui est, je trouve, un peu trop par rapport à la physionomie de certains matchs, où on voit beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs rentrer, notamment des petites équipes qui font beaucoup tourner. Là, bon, on verra comment il gérera l'effectif sur 3 tableaux différents l'année prochaine, quoi. Oui, bien sûr. Il a su reprendre sa saison en main aussi. Ça, c'est un truc quand même à noter. Il y a un moment où on en a parlé tout à l'heure, il était quand même menacé. Ça pouvait basculer dans le licenciement dès la première année, quand même. Et il a su, avec des choix forts, remettre son équipe dans le droit chemin. Après, le pauvre, il arrive avec une idée de jeu qui mettait en place en jouant avec un jeu très fort sur des pistons. À Monaco, il a quand même Enrique et Vanderson qui sont faits pour. Il a un attaquant parfait aussi avec Mbolo, qui est son ancien attaquant, puis donc il connaît parfaitement. Et tout ça se casse la gueule en l'espace de 5 semaines. Ouais, c'est un karma. Ouais. Mbolo très rapidement, Enrique aussi en septembre, et Vanderson aussi, très rapidement aussi. Il est absent pendant plusieurs semaines parce qu'il a une blessure. Donc tout son schéma tombe à l'eau, il est complètement obligé de s'adapter. Et ce que je lui reproche, c'est vers le mois d'octobre, novembre, où du coup ça a très bien marché dès le début, mais assez rapidement les clubs adverses ont réussi à lire le jeu qu'ils mettaient en place et on s'est fait complètement contrer et rester quand même toujours dans ce schéma-là et on n'arrivait rien à en faire. Et il a mis quand même longtemps à arriver à repartir à autre chose, à changer, à repasser avec une défense à 4 par exemple, pour arriver à mettre un peu plus de stabilité. Moins se projeter pour moins se prendre des contres dans le dos. Voilà. Mais après, comme l'a dit Rome, du coup, il a su s'adapter. Ça a été un peu long. Et après, du coup, il a fait des changements assez radicaux qui ont pu faire que sur la fin de la saison, c'est beaucoup mieux quand même. Donc voilà, je suis curieux de voir l'année prochaine ce qu'il va faire. Parce que du coup, il va retrouver les joueurs qu'il faut pour pouvoir mettre en place son schéma. Est-ce que du coup, il va continuer avec le 4-3-2-1 ou est-ce qu'il va repartir sur son jeu avec les pistons là, défense à 3? Ça va dépendre, à mon avis, des recrues, des départs, mais je suis curieux de savoir comment on va jouer. Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà, globalement, donc une première saison positive et puis surtout, évidemment, on le rappelle, Monaco 2e, donc ce coup-ci, pas de tour préliminaire. Voilà, cette année, il aurait fallu faire 4e pour. Mais 2e, quoi qu'il arrive, ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Retour en Ligue des Champions. Voilà, donc rien que ça, c'est évidemment quelque chose de positif. On en reparlera évidemment d'Adi Hutter très certainement dans nos émissions d'été. Du coup, maintenant, voilà, rapidement, j'ai titré les axes d'amélioration. Alors, on fera certainement des gazettes Mounegou, des gazettes Mercato, pardon, très certainement. Est-ce qu'on fera aussi une émission pas forcément fantasy, mais en tout cas sur l'avant mercato, sur qu'est-ce qu'il faut cibler sans forcément citer de nom. Mais pour vous, quels sont déjà, pour vous, les axes d'amélioration principaux pour l'année prochaine, que ça soit en termes de tactique, de jeu, et aussi en termes de recrutement, à quel poste et quel profil? Pour moi, on a un très bon groupe. Il faut déjà savoir très bien remplacer les joueurs qui partent, savoir Ben Yedder forcément, Fofana où il y a quand même de très grandes chances qu'ils partent et c'est une pièce très importante. Et après en défense centrale, parce que, c'est pas remplacer Maripane, parce que Maripane c'est pas un joueur très important, mais voilà, il nous faut aussi un très bon défenseur qui rentre dans le schéma de jeu et qui nous permet de continuer à avoir la stabilité qu'on a réussi à avoir sur les dernières saisons. Si on arrive déjà à bien recruter cette colonne vertébrale là, ces trois postes là avec le reste de l'équipe qu'on a, je pense que c'est déjà très très bien. Ouais, c'est ça, on n'est pas dans. Enfin, j'ai l'impression en tout cas les signaux sont pas dans la vente à l'extrême de nos meilleurs joueurs. Et de toute façon, ça fait quelques saisons que c'est plus le cas. Et là, même si Scuro a pas mal communiqué sur, d'ailleurs avec assez de transparence sur comment allait se dérouler le mercato, c'est-à-dire que la porte était ouverte pour certains. J'ai entendu dire qu'à Cliouche, s'il y avait une offre, ça pouvait partir aussi. Donc attention à ça, parce que il faut remplacer les joueurs. On n'a pas non plus des milieux. Enfin, on a beaucoup de milieux offensifs, mais ça dépend après de la saison qu'on va jouer sur tous les tableaux. Est-ce qu'on ne doit pas le remplacer s'il part? Et après, oui, comme tu l'as dit, même lui, il l'a dit, Scuro,
un poste par ligne, enfin une recrue par ligne, donc un défenseur, un milieu, un attaquant. Alors moi je serais peut-être un peu même plus sur le milieu parce que effectivement c'est hyper important par rapport à la place que ça occupe dans le 11. Un Fofana qui est un joueur qu'on sous-estime, je pense, ou qu'on sous-cote peut-être par rapport à son apport depuis qu'il est ici et depuis que Tchouaméni est parti surtout. Qu'est-ce qui se passe sans lui, quoi ? On n'a pas trop vu comment ça se passait sans lui. Et en plus, on a un Camara qui n'a plus trop les faveurs des supporters, y compris nous. Voilà, on ne sait pas trop ce qui peut se passer cet été par rapport à tout ça. Donc effectivement, on pourrait s'imaginer que Zakaria tout seul, ça ne suffise pas. Et Magassa, on sait ce que ça vaut. Donc voilà. Matazo, peut-être revenir. En plus, ouais. Et alors Matazo, non, n'en parlons même pas. Et oui, puis à la défense centrale, effectivement, enfin, il nous faudrait ce défenseur central qu'on veut depuis le mercato hivernal. Et j'espère qu'on ira effectivement, comme tu dis, même au moins remplacer numériquement Maripane avec un bon défenseur et pas encore un jeune qui est prometteur malgré ce qu'on peut voir encore. Et c'est sûr, on va repartir là-dessus. Mais bon, moi, j'aimerais quand même à nouveau un défenseur qui est capable et qui a les épaules de jouer avec nous en Ligue des Champions et le haut de tableau en Ligue 1, parce que on le rappelle, mais en Ligue 1 il y aura de la place l'année prochaine, donc il va falloir avoir l'effectif pour. Pierre. Ouais, ça rejoindrait un peu tout ce qui s'est dit et ce que notre directeur sportif a dit, à savoir une recrue par ligne. J'ai tendance à penser qu'il faudrait, ça serait bien d'avoir quelqu'un de standing, quoi, pour remplacer Ben Yedder. Alors bon, les noms que j'ai vus me conviennent pas du tout, du coup, mais il faudrait faire beaucoup mieux que Miko Tadze, quoi. Il faudrait aller chercher quelqu'un vraiment qui a un nom, remplacer ce gros salaire par un autre gros salaire, mais avec quelqu'un qui amène un nom. C'est important, je pense, pour un projet, pour une équipe aussi, d'être porté par des gars qui ont un vécu dans le football européen. Après, sur les autres lignes, je pense qu'en plus tu peux aller chercher des joueurs qui sont peut-être moins cotés, mais qui peuvent se révéler très bons. J'ai souvenir dans le passé qu'on avait fait des très bons coups au milieu défensif et en défense centrale. C'est pour moi les deux autres postes dont on a besoin et où ça sera peut-être plus un travail de scouting et d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément 20 ans, qui peuvent être un petit peu référencés, mais sans aller chercher de toute façon des joueurs dont on n'aura pas les moyens ni l'attractivité pour les faire venir, à moins qu'il y ait des changements dont on ne soit pas encore au courant à la tête du club. On veut tous des recrues comme Singo, en fait, un peu de l'ombre qui, au final, se révèlent très, très bonnes et qui sont achetées à un prix raisonnable, quoi. Glick, Singo, les deux viennent du même club, donc voilà, un peu des coups comme ça, ouais. Et au milieu, tu vois, on avait fait des moves, genre, je sais pas, Bakayoko, c'était un peu différent parce que quand on le recrute, il est très jeune. Ouais, voilà. Alors, Toulalan était très référencé pour le coup, un peu mis au placard du fait de de ce qui s'était passé à la Coupe du Monde, etc. Mais on était quand même c'était un super milieu défensif. Et si on arrive à trouver le même coup cette année, mais qui ne prend pas Moutinho, même Bakayoko, contre Dobia à degré moins. Ouais, je pensais plutôt à des Bakayoko ou des Kondogbia, que tu peux peut-être un peu des jeunes ou qui peuvent être un peu foufou par moment et pas t'apporter toutes les garanties d'un taulier, mais qui sauront te faire du bien quand même. Mais bon, on a fait Tchouaméni, on a fait Fofana, oui, évidemment. Ça, c'est les joueurs dont on rêve. Mais donc, vous êtes plutôt sur un profil de joueurs plus jeunes et avec un gros potentiel, mais on en a fait d'autres pour qui ça s'est moins bien passé, comme Thielmans, comme comment il s'appelait celui qui jouait à Benfica maintenant, Florentino Luis. Lui c'était qu'un prêt. Je pense aussi à Meïté qu'on fait la même année que Thielmans. Donc voilà, mais c'est vrai que je peux le comprendre. Après, en attaque, c'est vrai que quand on regarde, on avait Falcao, il y a eu Berbatov, Ben Yedder, Mbolo. On fait que de chuter en fait, sur le standing en tout cas, sur le CV. Donc c'est vrai que ça serait bien là de remettre un petit coup de plus. En plus il y a la Ligue des Champions qui arrive et puis ce que je demande toujours, c'est reprenez-moi un putain de défenseur central de plus de 30 piges avec de l'expérience, refaites-moi une Ricardo Carvalho, faites ce qu'ont fait les Niçois avec Dante. Alors maintenant il va avoir 41 ans le mec et il prolonge encore d'une année. Bon, est-ce que c'est vraiment très bon signe pour Nice dans chaque jambe. Donc voilà. Bon messieurs, je pense qu'on a fait donc le tour pour cette longue émission bilan, quasiment 2 heures, mais bon, il y avait quand même pas mal
de choses à redire sur la saison qui vient donc de s'écouler. Alors on va, encore une fois, prochaine émission, ça sera certainement en lien avec le mercato. Est-ce qu'on va faire une émission Mur des légendes pour Ben Yedder ? Peut-être. Déjà, il faudrait qu'on termine. Il faudrait terminer les semaines d'avant. Il faudrait qu'on termine cette fameuse série. Non, mais je pense que ça doit rester ainsi. Voilà. On s'arrêtera à 48 épisodes et les 2 derniers ne sortiront jamais. Mais voilà, Ben Yedder, dans l'absolu, mériterait son émission. Ce qui mériterait sa place sur le mur. Pour ceux qui ont vu tous nos épisodes, je pense qu'ils connaissent la réponse de oui ou non Ben Yedder sur le mur. Voilà, merci messieurs donc de m'avoir accompagné. On se retrouve rapidement sur les antennes de Radio Diagonale. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.